Ah ouais? Tu penses qu'il y a beaucoup de scammers? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont nuls. 10K, tu vois, 10K, ça a l'air d'un pilote de ligne en fin de carrière. Ma mère, elle comprenait pas, tu vois. Elle était là, mais t'as braqué une banque ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ce qui est trop puissant, c'est que tu construis une machine qui imprime du cash. C'est-à-dire que si t'as les chiffres, t'as les datas sous les yeux et que tu vois que lorsque t'investis 1 euro, t'en as 4 ou 5 qui ressortent, T'investis plus. Tu investis plus parce que Évidemment. et ce truc à Dubaï, tu vois, c'est décuplé de malade. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont tellement de choix, les jolies femmes, sur le nombre de millionnaires parmi lesquels elles peuvent choisir, que tu dois step up pour pouvoir te démarquer. L'autre soir, j'étais en train de parler avec une fille sur Tinder. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai copié-collé la conversation que j'avais eue avec la fille. J'ai demandé à ChatGPT de lui répondre. Et il était hyper pertinent. C'est intéressant ça. Comment est-ce que tu t'organises toi pour ta création de contenu? Peut-être qu'on a deux méthodes d'organisation différentes. C'est combien pour 2 heures? Tu te souviens ou pas? C'est 900 dirhams? Non, 900 dirhams. Ouais, ça fait je crois que c'est 250 balles. 250 Dollars ou euros, ouais. Ah, en vrai, il y a moyen de faire du profit dessus. Hein. Et je crois qu'à Paris, j'avais payé pour 2 heures 250 euros. Ok. Voilà. Ouais, c'est Sans montage, juste ça. Donc c'est à peu près les prix, à mon avis. Tu te mets à 250 dollars, 150 dollars l'heure, ça peut être pas mal. Ça tourne tout seul. Ouais. Bon, Antoine, merci d'être là. Bah, merci à toi pour l'invite. Dans ce podcast qui n'a pas encore de nom. Donc c'est ça qui est intéressant. Écoute, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter en 3 phrases? Bien sûr. Bah, je m'appelle Antoine Blanco, j'ai 23 ans et je suis entrepreneur, je vis à Dubaï. Ok. Et j'ai vu quelques fun facts autour de toi sur tes réseaux. Ok. La première, c'était que tu étais prédestiné à devenir pilote de chasse. Ouais. Faut que tu racontes ça, c'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sait ça, mais c'est fou. C'est vrai, il y a peu de gens qui le savent. Quand je me suis lancé, j'ai directement créé du contenu autour du fitness et du sport. Mais avant ça, j'ai fait des études à l'université et j'ai passé un concours qu'on appelle les EOPN. C'est élève officier du personnel navigant dans l'armée de l'air. Et c'est un concours qui te permet d'intégrer directement l'armée en tant que personnel navigant, donc pour devenir pilote. Et c'est une sélection sur 5 jours qui se passe à Tours. Donc, tu as différents tests, maths, anglais, psychotechnique, psychomoteur, sport, entretien. Vraiment une panoplie complète pour savoir si tu peux rentrer. Et donc, j'ai passé les tests. Je me suis rendu dans un CIRFA, j'ai passé les tests. Je me suis vraiment préparé pendant 2-3 ans avant, tu vois, pour être vraiment prêt, parce que tu n'as qu'une chance pour les faire. Si tu te plantes, c'est mort. Donc, je me suis préparé vraiment très, très dur. Je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et quand je suis arrivé le jour J, en fait, ça s'est grave bien passé. Les entretiens se sont grave bien passés aussi. J'ai eu un bon feeling avec les pilotes. Donc, j'ai été retenu. Chaque jour est éliminatoire. Donc, c'est comme Koh-Lanta, tu vois. Si tu passes pas la journée, c'est ciao, tu rentres chez toi. Et après, tu as visite médicale. Donc, visite médicale, c'est bien passé aussi. Je suis passé ric-rac parce que je suis assez grand en taille. Donc, il faut être plutôt petit, pas trop grand, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, si tu viendrais à t'éjecter dans les avions de chasse, tu sais, tu peux t'éjecter à un moment si tu te fais shooter ou quoi. Eh ben, si tu es trop grand, en fait, ton fémur peut taper contre le tableau de bord. Et du coup, tu peux te péter les jambes, en fait, juste à l'éjection de ton siège dans l'avion de chasse. Donc, c'est passé pour ça aussi. Et en fait, c'était période Covid. Donc, j'ai eu 6 mois de battement avant l'intégration et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 mois? Je vais me mettre à créer du contenu et voir si je peux monétiser une audience, voir si je peux avoir des revenus passifs pour investir dans l'immobilier pendant que je serai à l'armée. Tu vois, vraiment, zéro expectation. L'IMO, du coup, tu pensais à l'IMO? Ouais, moi, dans mon mindset, c'était si je veux devenir libre d'ici 10-20 ans, c'est l'immobilier. Plein d'appart. Ouais, plein d'appart. Rentier. Je regardais les contenus de mecs qui créaient autour de l'immobilier à l'époque sur YouTube et tout. Et puis... Donc, je commence à créer du contenu sur TikTok. C'est là où je tombe en partie sur toi et je m'inspire de pas mal de tutos. Et en fait, l'avantage que j'avais, l'unfair advantage, c'était que j'étais en forme. Parce que je me suis toujours entraîné depuis l'âge de 16 ans. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé, Antoine, qu'est-ce que tu fais? Comment tu manges? Comment tu t'entraînes? Je me suis dit, je vais sortir un petit programme. 50 €, ça va me permettre de gagner 500 € de plus tous les mois, rembourser un crédit immobilier, parfait. Attends, mais direct, c'est-à-dire tu venais à peine de créer du contenu, tu es direct, tiens, je vais vendre un programme. Donc tu étais quand même déter, tu avais quand même une vision. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, avec TikTok, ça allait trop vite. C'est là où j'ai eu beaucoup de chance, je pense. C'est que directement, j'ai effleuré le potentiel. Je regardais pas mal de vidéos de mecs qui parlaient d'indépendance financière, de business en ligne, etc. en même temps. Et donc, je me suis dit, je vais tenter de monétiser. J'ai créé du contenu. Et puis j'ai lancé un truc, personne n'a acheté.
J'avais créé une page de vente toute propre et tout. Je me suis dit, ça va cartonner. 0 vente. Je me suis dit, merde. Bon, bah, du coup, je vais partir à l'armée. Et je me dis, non, vas-y, Antoine, t'es pas bon. Si t'as pas réussi, c'est qu'il y a un truc qui a manqué. Parce que le trafic, il est là, il y a un problème quelque part. Donc, je réfléchis à une alternative et j'avais 0 compétence, 0 connaissance dans le business en ligne à ce moment-là. J'avais fait pendant le Covid de l'achat et de la revente de masques FFP2, tu sais, les masques bec canard. Et je m'étais fait quelque chose comme 1500, 2000 euros comme ça. Donc, j'ai investi tout mon argent dans une formation en ligne pour démarrer un business de coaching en ligne. Donc là, j'apprends plusieurs compétences. Je m'améliore en création de contenu. Je commence à faire du setting, du closing. Et puis là, petit à petit, ça commence à rentrer. 3 000 euros le premier mois, 6 000 euros le deuxième mois, 10 000 euros le troisième mois. Et là, je me dis, putain, je tiens un truc. Je fais quoi? Parce que j'avais toujours l'option de l'armée derrière, tu vois. Je me dis, je fais quoi? Je rêve de devenir pilote d'un côté depuis tout petit. Ma mère, elle travaille chez Air France et m'a toujours poussé dans cette voie. De l'autre côté, je sais que le business en ligne, ça peut me permettre d'avoir un lifestyle de fou, de devenir libre. Et l'armée, je leur devais 10 ans. Parce qu'en fait, ils te payent la formation pour devenir pilote. Ça coûte très cher à l'État. Et donc, tu es obligé de rester 10 ans. Tu fais pas ce que tu veux. D'accord. Tu t'engages vraiment, du coup. Tu t'engages vraiment. Il y a des responsabilités derrière. C'est un parcours très, très sérieux. Et puis, je réfléchis. Je prends la décision, au final, de garder le business en ligne. Mes parents, ultra déçus. Genre, vraiment, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu comprends, t'as travaillé toute ta vie pour ça et là, tu vas sur autre chose. » Et puis, je continue à charbonner. Du coup, en fait, parce que j'avais tellement sacrifié l'opportunité de devenir pilote, j'avais tellement travaillé pour ça que je pouvais plus laisser l'autre à côté, tu vois. Et au final, le business continue de se développer. 6 mois après, j'étais déclaré en auto-entrepreneur à ce moment-là. Donc, je commence à avoir l'argent qui part de mon compte en banque assez rapidement parce que je commençais à faire plus de 10 000 euros, tu vois. Et je me dis, OK, il me faut des alternatives. Je vois Dubaï, je réfléchis au Panama, plein d'options pour pas payer d'impôts et mettre du cash de côté et encore penser à l'immobilier. OK. Et là, t'as quel âge, là, du coup, lorsque t'as lancé ton programme Là, j'ai 21 ans. Et donc, on est en 2021? Ouais, c'est ça. 2021, TikTok qui marche bien. Et puis, voilà, je me lance à 300%. Je pars à Dubaï. Pas énormément d'argent de côté, tu vois. Je prends vraiment un risque. En fait, l'histoire est énorme parce que je tape sur YouTube comment partir à Dubaï, comment créer une société à Dubaï. Je regarde la vidéo d'un mec qui avait fait 74 vues. Tu vois, vraiment, la vidéo, personne ne l'a vue. Et en fait, c'est un mec qui vient d'arriver, qui fait un vlog et qui se filme. Je me dis, vas-y, il faut que je le contacte. Donc, je prends un appel avec lui. Je lui dis, comment t'as fait, etc. Il me passe le contact de la société par laquelle il est passé. Ils me disent, OK, si tu veux venir, ça coûte un truc du genre 10 000 balles. Le lendemain, je fais un call avec eux. 10 000 balles. Et 72 heures après, j'étais à Dubaï. Et je visitais des Airbnb pour savoir où est-ce que j'allais. Et l'annonce de OK, papa, maman, je m'en vais, je vais à Dubaï, vous voyez que ça marche ou ça commence à marcher pour moi, ça s'est passé comment? Bah, ils avaient peur. De base, j'étais censé être dans un truc hyper sécure, hyper safe. Et puis là, leur fils s'en va, pas à l'autre bout du monde, tu vois, mais quand même relativement loin, dans une culture qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, pas mal d'appréhension pour eux. Mais aujourd'hui, ils sont quand même fiers, tu vois, du chemin que j'ai parcouru. Je peux aussi inviter ma mère en vacances ici. Plein de trucs qui sont quand même cool. Donc, au début, c'était difficile. Ils avaient peur, maintenant ça va. Normal. Ouais, normal. On s'inquiète toujours pour son petit. Donc, ouais. Eh ben, c'est assez exceptionnel. Hein. Bravo déjà pour tout ça. Merci. Moi, je t'avoue que la façon dont on s'est rencontrés, c'est avec le podcast de Yomi Oussama, Sans Permission. Comment t'as rencontré Yomi? Comment ça s'est passé? Ouais, l'histoire aussi est assez folle. Je venais d'arriver à Dubaï, tu vois, dans la continuité. Ça devait faire 10-15 jours que j'étais là. Et je parlais un petit peu anglais, mais pas de ouf. Donc, j'avais personne ici. En fait, j'étais tout seul toute la journée. Je travaillais. Le matin, je créais mon contenu. L'après-midi, je prenais mes appels de vente. Le soir, c'était pour les appels du lendemain. Enfin, toute la journée était vraiment remplie. Et j'avais peut-être un créneau de 1h30 pour m'entraîner. Parce que j'étais quand même dans la niche du fitness, donc il fallait que je maintienne une bonne forme. Et puis, je vais à la salle de sport. Je croise un mec qui crée des vidéos sur YouTube en anglais qui s'appelle Iman Gadi. Iman, quoi. C'est pas non plus n'importe qui. C'était vraiment incroyable de le croiser là. À l'époque, il n'y avait pas autant de portée et de visibilité qu'il en a aujourd'hui. Mais voilà, coup de chance, encore une fois. Et comme j'avais parlé à personne depuis 10-15 jours, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un truc là. J'avais un peu de pression parce que je savais que, en fait, j'avais cette image du millionnaire dans ma tête qui était en mode, waouh, le mec, il est millionnaire, tu vois. Et Iman, c'était ce gars-là. C'était le mec qui est jeune, en forme,
millionnaire, succès avec les femmes, tout. Tout pour lui. Tout pour lui. Et donc, j'avais cette appréhension d'aller lui parler. J'y suis allé. Au final, le courant est très bien passé. Je savais qu'il voulait progresser en entraînement fonctionnel, crossfit, tout ça. Et moi, j'étais très bon là-dedans parce que je m'étais entraîné depuis l'âge de 16 ans. J'avais fait que ça, j'avais fait des compètes et tout. Et du coup, on a commencé à s'entraîner 3 fois par semaine ensemble. On a créé une très, très bonne relation. Et puis après, Yomi a fait un entraînement avec nous. Pareil, Yomi, on s'est grave bien entendu. Okay. Yomi avait l'objectif de se transformer physiquement aussi, donc je l'ai accompagné. Et tout ça, je l'ai fait gratuitement. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, je pense, aux gens. C'est que si vous voulez construire des relations avec n'importe qui, en fait, il faut leur apporter de la valeur. Et le meilleur moyen d'apporter de la valeur, c'est d'aider les gens à se rapprocher des objectifs qu'ils ont ou à résoudre les problèmes qu'ils ont déjà. Iman et Yomi, en l'occurrence, leur problème, c'était qu'ils voulaient être plus en forme, ils voulaient progresser sur le plan sportif. Et moi, j'avais une compétence à leur apporter. Donc, je me suis dit, pour construire une relation avec eux et leur apporter un max de valeur, je vais tout leur donner, les accompagner, leur donner mon temps, toutes les connaissances que j'ai eues, sans rien demander en retour. Et du coup, en fait, j'avais cette grosse marge de valeur sans rien demander. Et automatiquement, on est conditionné en tant qu'être humain à avoir ce principe de réciprocité où si un mec t'apporte de la valeur, derrière, t'as envie, tu vois, c'est inconscient, hein, mais de peut-être, je sais pas, passer du temps avec lui ou j'en sais rien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je les ai aidés. Pendant les entraînements aussi, on a bien sympathisé. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, on a construit de la confiance. Parce qu'en apportant de la valeur à quelqu'un, au final, tu construis aussi une relation de confiance. Tu vois, c'est nous ce qu'on fait en créant du contenu aussi sur les réseaux sociaux. On apporte beaucoup de conseils gratuitement. Voilà. Et tout ça, ça permet de créer une forme de confiance avec notre audience qui, derrière, permet d'aboutir sur soit une relation commerciale, soit juste une relation de sympathie, tu vois. Absolument. Et d'ailleurs, très intéressant ce que tu dis. Et en toute transparence, et on peut le dire, on ne s'est jamais parlé avant ce podcast. Et donc, justement, moi, je suis là à Dubaï pendant 2 semaines. Je veux rencontrer un maximum de personnes. Si je t'envoie un DM, je dis « Antoine, viens, on prend un café », tu vas te dire « Ok, à quoi ça sert ?» Mais en proposant le podcast, donc c'est un peu mon hack, tu vois, pour rencontrer les gens, je me dis « Je vais lui apporter et il va faire du contenu qu'en plus je vais monter, que tu pourras réutiliser, donc potentiellement des vues pour toi, de la visibilité. Donc tu vas gagner quelque chose, donc tu as plus de chances de me dire oui. 100%. Et je pense que ça a joué dans le fait qu'on se parle aujourd'hui. Ça a carrément joué parce que j'en reçois souvent des personnes qui viennent d'arriver sur Dubaï ou des personnes qui sont là depuis longtemps et qui me proposent de faire un truc. Mais tu sais, on a tous nos calendriers remplis, Bien on sûr. a tous des trucs à faire et du coup, c'est pas la priorité. Et là, le fait que tu me dises, ouais, Antoine, tu auras des shorts qui seront montés pour toi. Voilà, moi, je savais aussi que tu avais une audience. Oui, en donc plus, ça a joué. scène. Mais oui, c'est ça, c'est le principe d'apporter de la valeur. Et derrière, c'est beaucoup plus facile de créer des relations avec les gens. Non, et donc, c'est le hack que je vais continuer de faire. C'est que je veux rencontrer des personnes, je leur propose un podcast tout de suite. Ça me fait du contenu. Ils ont plus de chances d'accepter. Ils sont contents et tout le monde est content. Et voilà. Plutôt que le simple café ou dire j'ai pas le temps, pourquoi tu veux prendre un café quoi. Ou alors dis-moi directement ce que tu veux et après on voit. Mais c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est le principe du lead magnet. Hein, si tu c'est ça. C'est un lead magnet réel. C'est un lead magnet. Si les gens connaissent pas ce que c'est un lead magnet, c'est un produit qu'on donne gratuitement. Vous en avez déjà vu sûrement sur Internet. Voilà, les marketeurs vous donnent des produits gratuitement que vous recevez sur votre boîte mail. Ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo, ça peut être peu importe. Et derrière, ça vous permet de construire une relation de confiance parce qu'ils ont apporté de la valeur gratuitement. Et du coup, l'idée, c'est derrière de vous vendre un truc, quoi, généralement. Mais ouais, c'est le principe du lead magnet. Tu donnes quelque chose de gratuit pour construire une relation. Bon, ça fait 5 minutes, je sais pas, qu'on a commencé à peu près, et je sens, il est à l'aise, là, Antoine. On sent qu'il a fait du podcast, il est là, il maîtrise bien. Non, franchement, c'est bon. Et je pense que pour tout le monde devrait lancer un podcast, même si ça fait pas de vues, juste pour le fait déjà de créer du contenu. Et ça aide à l'audition, à parler, etc. Enfin, c'est ouf. Moi, ça m'a transformé. Je sais pas si tu as eu les premiers sans permission, mais c'était... Je les ai tous vus, je pense. Et t'avais un rôle plus en retrait, je pense, au début. T'étais plus timide, forcément, face à deux personnes comme ça, de caractère. T'as vachement progressé, c'est sûr, avec les différents podcasts. Ouais, c'était au début... En fait, je pense que les gens se rendaient pas compte. Je le laissais pas forcément s'exprimer, tu vois, mais à l'intérieur de moi, j'avais une pression. Mais c'était horrible. Genre, vraiment, la veille, je dormais mal parce que je pensais à ça. Quand on arrivait, j'étais pas bien. Et du coup, ça rendait vraiment pas bien à l'image et les gens le sentaient. Et c'est pour ça que même encore, sous les commentaires aujourd'hui, t'as Antoine, tu progresses vachement, t'es beaucoup plus à l'aise. Je sais pas si tu regardes les commentaires des vidéos. J'ai pas vu ça, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit Antoine, c'est trop cool de te voir à l'aise. Ça me fait grave plaisir, tu vois, parce que ça veut dire que j'ai aussi progressé. Mais d'un autre côté,
Ça me Il n'y a pas de point négatif, c'est juste bien, c'est positif. Non. C'est que tu vois, c'est que positif. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais je pense que, en fait, ça, c'est une théorie que j'ai. C'est que quand on est soumis à un stress, on a deux options. Soit on peut craquer comme une noix, tu vois, et puis rester la personne qu'on est. Soit on peut vraiment s'imprégner de ce stress et en faire quelque chose de positif, créer des adaptations. C'est ce qu'on fait quand on va à la salle de sport. Ouais. Au final, tu mets ton muscle sous une contrainte, tu le stresses, jusqu'à qu'il s'adapte, qu'il grossisse et qu'il devienne meilleur. Et ce mindset-là, ça m'a beaucoup aidé au travers de beaucoup de choses, parce qu'en fait, tu vois plus la difficulté comme une contrainte qui te tire vers le bas et qui t'écrase, même si c'est inconfortable sur l'instant. Tu le vois comme quelque chose qui peut te permettre de devenir meilleur et d'évoluer, quoi. Voilà, c'est une petite touche mindset. Très bon, très bon. C'est la spécialité, celle-là. Et donc, tu t'es rapproché de Yomi, on reprend le fil, et il te propose à un moment de venir. Comment ça se passe? Incroyable. Bah, on s'entraînait ensemble, tu vois, vraiment continuité de l'histoire. Et un jour, il me dit on recherche quelqu'un pour le podcast. Et il avait détecté des traits de caractère chez moi qui étaient vraiment spécifiques. C'est que j'ai plutôt tendance à être curieux. Je me mets pas énormément en avance spontanément, tu vois. J'aime bien poser des questions, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, il m'a dit, je pense que ça pourrait bien marcher pour toi. Tu as vraiment ces traits de caractère qu'on recherche. Et je lui ai dit, bah, écoute, on peut faire un essai. Et au final, ça s'est grave bien passé, tu vois. Enfin, au début, moi, j'étais pas à l'aise, mais je sais pas pourquoi Yomi il m'a quand même fait confiance. Moi, je me serais pas fait confiance, tu vois. Si j'avais recruté un mec comme moi, je sais pas si je l'aurais gardé. Mais je pense que, je sais pas, ils ont dû voir que j'allais progresser. Oussama, c'était spécial au début parce qu'il aimait bien me rentrer dedans. Au début, il était très offensif avec toi. Ouais, je m'en souviens, mais je pense que c'était bienveillant. Il voulait vraiment challenger mes croyances. Et moi, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a remis à ma place. Mais ouais, franchement, c'était vraiment opportun comme ça. Il m'a proposé pendant une séance entre deux séries. C'est magnifique. Mais je pense que le fait qu'ils t'aient gardé, ils ont sûrement vu, entre guillemets, ton potentiel et le fait que tu puisses progresser. Mais ce qui est important aussi dans le contenu de manière générale et sur le format long, c'est de créer une sorte de rendez-vous. Et c'est un peu comme une famille. Il y a 3 personnes, on a envie de retrouver les personnages, on a envie de retrouver les embrouilles entre Oussama et Yomi, on a envie de te retrouver, tu vois. Et ça, c'est ce qui crée cette connexion avec le public. Et c'est pour ça qu'ils en veulent plus. Ils sont impatients d'avoir le prochain podcast, etc. Parce qu'ils sont attachés à vous 3 et parce qu'ils ont envie de vous revoir. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est que Yomi va mettre de nouveaux personnages, tu vois, qui vont peut-être revenir derrière comme un caméo. En fait, c'est une série, c'est une novella, le truc. Et c'est là vraiment où tu crées un bond avec ta communauté. Carrément. Et les gens adorent ce format. Là, on est en train de retravailler justement et d'y repenser pour la nouvelle saison, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on est dessus. Et donc, on essaie d'un peu plus processiser les choses, parce que, tu vois, dans la préparation du podcast, peut-être que c'est un sujet... Alors justement, je voulais en parler. Comment ça se passe pour préparer un podcast? C'est souvent moi qui m'en occupe. Même, en fait, c'est tout le temps moi. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pas mal de sujets liés à l'actualité, liés au business, liés au développement personnel. On essaie de trouver tout un tas de choses. On a aussi un groupe WhatsApp entre nous, où dès qu'on voit des trucs qui passent, hop, on les met pour réagir dessus pendant le podcast. Et comme ça nous fait une série d'idées. Parfois, je demande aussi à l'audience de nous poser des questions pour avoir des idées pendant le podcast et réagir dessus. Et puis, en fait, c'est comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de script, en fait. C'est beaucoup d'improvisation. Et c'est pour ça que c'est un super exercice, comme tu disais, à la fois pour l'aisance orale, mais aussi dans ton cerveau, tu vois, il faut que ça aille vite. Parce que sinon, les gens perdent le fil et ils passent à autre chose. Ils n'ont pas que ça à foutre de nous écouter. Donc, il faut voilà, avoir une petite trame, mais pas que ça soit trop non plus rigide. Et puis, il faut trouver, je pense, des sujets avec lesquels les gens peuvent connecter, que ça soit lié à leurs problématiques. Donc, dans le business, le développement personnel, c'est bien trouvé. Ou l'actualité, généralement, les gens se sentent concernés aussi. Ouais, absolument. Et du coup, c'est quoi le deal? T'as un pourcentage sur les gars ou comment ça se passe? Non, j'ai aucun intérêt. Déjà, j'ai gagné de la visibilité. Non, mais bien sûr, c'est déjà exceptionnel, mais on ne sait jamais. Tu vois, les gens ne savent pas, ont envie de savoir un petit peu les coulisses, tu vois, derrière. Bien sûr. Non, j'ai pas d'intérêt vraiment financier direct avec eux, mais non, pas d'intérêt sur les formations, quoi. Ok. Et du coup, quand Yomi t'a intégré au podcast, est-ce qu'ils t'ont dit ou est-ce qu'ils t'a partagé l'objectif du podcast pour eux? Forcément, il y avait ce nouveau projet avec la formation d'Oussama. L'idée, c'était aussi d'apporter un format différent. En France, on n'a pas vraiment eu de podcast comme ça, avec un style détendu, tu vois, la Logan Paul, où les mecs discutent entre eux, ils s'envoient des petites vannes, ils réagissent sur des sujets, et t'as vraiment l'impression d'être avec ta bande de potes sur un canapé, le dimanche soir, tu te fais des petits débats, des petites embrouilles. Et ce format-là, on ne l'avait pas en France.
Et c'est Yomi qui a eu l'idée, c'est Yomi qui consommait le contenu aux US. On a plusieurs inspirations. My First Million, je sais pas si tu connais. Ouais. All In Podcast, le podcast de Logan Paul aussi. Tout ça, c'est des inspirations qu'on a repris un peu des US parce qu'on sait que c'est des formats qui fonctionnent et que les gens regardent déjà. Et voilà, on le prend en trame directrice pour l'amener en France et faire kiffer les gens. Mais donc, il y a ce nouveau format, mais ça n'a pas été clair dès le début de dire on crée du format long pour derrière faire plein de vidéos courtes et on va les blaster partout parce qu'on a besoin de visibilité. Jamais. On a tous été surpris par la viralité, je pense, des TikTok, que ce soit ceux d'Yomi, ceux d'Oussama, en bien comme en mal, tu vois. Ouais. Mais on a tous été vraiment très surpris par la viralité que ça pouvait avoir. Et en fait, je pense que, tu vois, quand on regardait Andrew Tate, quand on regardait... Le fait d'avoir ce format podcast, ça te permet d'être vraiment naturel. C'est vrai. Et sur du format short, les gens le ressentent. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte, et c'est pour ça que ça part viral aussi. Mais le fait d'avoir cette spontanéité, la réaction des gens en temps réel, ça te permet, je pense, de faire beaucoup plus de vues, beaucoup plus de reach sur du format short. Non, c'est vrai. Et ok, très bien. Alors, écoute, on va parler un petit peu de ton... Attends, moi aussi j'ai des questions pour toi. C'est quoi, toi, l'objectif de la création de ce podcast? Moi, c'est clairement pour qu'on puisse voir Antoine dans un angle plus détendu, où je vais juste parler et pas sous le format TikTok 15 secondes où je balance de l'énergie, où je fais phrase par phrase, où je balance que de la valeur. Ici, c'est plus me voir dans la vie de tous les jours pour, je l'avoue, essayer de créer plus de liens avec les personnes qui me regardent. Ouais. Je pense qu'aussi YouTube, c'est la meilleure plateforme d'un point de vue business, si on veut vendre quelque chose, in fine. Comme je dis toujours, les TikTok, les shorts, c'est un peu la bande-annonce et la vidéo YouTube, c'est le film entier. Et donc, en fait, on a envie de ramener les gens qui nous voient et qui nous découvrent vraiment sous notre angle le plus naturel possible. Carrément. Donc, c'est ça le premier objectif. Et le deuxième, c'est d'avoir encore plus de contenu en short. Moi, c'est clairement assumé et c'était ça. Parce que, avant tout, on me connaît sur du format court et TikTok. Et donc, l'idée, c'est de prendre le short, les meilleurs moments d'Antoine Blanco, de la méthode Antoine, et après de les poster partout pour faire encore plus de vues. Donc, c'est vraiment le moyen, pour moi, le plus efficace d'avoir un gros volume de contenu, de vidéos pour finalement 1h30 d'enregistrement. Ouais, c'est high leverage. Et tu publies combien de fois par jour là, sur les plateformes? J'essaye d'être une fois par jour ou tous les 2 jours en format court et une fois par semaine sur YouTube, sur du format long. Maintenant, je pense malgré tout que je vais un petit peu baisser sur le format court car ça prend beaucoup de temps, et tu le sais. Et du coup, on passe tellement de temps à la réflexion, à l'écriture de script, à l'enregistrement, qu'après le business, tu vois, il passe dans un second temps. Je dis, putain, mais j'ai plus le temps de faire ça. Bah ouais, Antoine, mais tu fais que de tourner des vidéos. Donc là, je vais essayer de me recentrer un petit peu plus sur des objectifs business avec ce que je fais sur TikTok et de faire un petit peu moins de contenu, quoi. C'est intéressant ça. Comment est-ce que tu t'organises, toi, pour ta création de contenu? Peut-être qu'on a 2 méthodes d'organisation différentes. Je sais pas, on va voir. Bah, moi, c'est très simple. Dès que j'ai une idée, je l'écris sur mon téléphone, juste une phrase, quelque chose pour la retenir. Après, donc ça peut venir à n'importe quel moment de la journée. Après, je vais prendre un moment où je vais reprendre toutes mes idées, je vais voir celles qui sont vraiment bonnes. Et après, je vais écrire un script. Ça va être la deuxième étape. Et une fois que j'ai, je sais pas, 5, 6, 7 vidéos de prêtes, et ben, je vais les tourner. D'accord. Donc, c'est vraiment par batch, mais vraiment en 3 étapes. Tu as l'idée d'idée, tu as le moment de l'idée, le moment de l'écriture et le moment d'enregistrement. Et après, t'édites ou tu délègues l'édition? Et je délègue l'édition, ouais. J'ai un monteur. Et le post, c'est toi qui fais ou... Et le post, je le fais, ouais. Ok. Et l'interaction avec les abonnés aussi? Je le fais, ouais. Okay. Ouais, mais ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il faudrait déléguer aussi d'autres parties. Qu'est-ce que tu délègues, toi? Comment ça marche pour toi? Alors moi, je me concentre uniquement sur les idées et les scripts. Ok. Et après, filmer, bah, tu peux, là, en l'occurrence, tu peux louer des studios, des trucs comme ça. Édition, pareil, c'est délégué. Poster, c'est délégué. Et interaction avec la communauté, des fois, c'est un peu moi, des fois, c'est community manager aussi. Comment est-ce que je m'y prends pour trouver des idées? Il y a cette stratégie-là que j'utilise aussi, où dès que j'ai un truc qui me vient en tête, je le note et je réfléchis au format. Ce que je fais beaucoup aussi, parce que je vois les réseaux sociaux comme une marketplace, avec de l'offre et de la demande. J'aime beaucoup analyser les comptes qui sont dans mathématiques et voir les contenus qui ont le mieux performé. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai retiré de toi. C'est si tu regardes simplement ce qui marche déjà, et c'est un truc qui s'applique dans le business aussi, et que tu fais la même chose en changeant ton angle et en te le personnalisant, il y a énormément de chances pour que ça fonctionne. Donc moi, dès que je vois des trucs qui percent et que je trouve intéressants, je me les réapproprie et je les remets en ligne, soit en changeant le format, soit même des fois en le gardant. Donc c'est comme ça que je trouve mes idées généralement. Et après, les scripts, l'erreur que je faisais, je pense, c'est que je les détaillais trop, tu vois. Et ça se sentait quand je le parlais.
Du coup, là, je suis en train de changer de méthode. Je vais plus faire des bullet points, des trucs comme ça. Ok. Et après, je réfléchis. En fait, il y a le fond de l'idée et il y a la forme, c'est-à-dire comment je vais la présenter. Sur la forme, il y a 2 modèles que j'utilise généralement. Le premier, il est vachement scalable. C'est-à-dire que si mes éditeurs veulent qu'on envoie 10 TikTok de ce format-là, on peut. C'est tout simplement des vidéos de moi qu'on a préenregistrées, qui sont sur un drive, et que mes éditeurs peuvent utiliser en rajoutant des sous-titres dessus. Absolument. Les vidéos B-roll. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Tu mets de la musique qui trend, tu mets des sous-titres, t'enregistres, tu prends, je sais pas, 2 jours pour enregistrer plein de clips de toi liés à ta thématique, et là, tu peux en envoyer vraiment à l'appel. Et ensuite, le deuxième format qui est moins scalable, c'est quand moi, je dois être présent en studio pour enregistrer des trucs que j'ai scriptés. Et quand tu scriptes et que tu enregistres, comment tu fais concrètement ? C'est-à-dire que je prends un Notion, tu vois, une page Notion. Exactement comme j'ai là d'ailleurs. Voilà, exactement. Je réfléchis généralement contenu en 3 parties. Hook, comment est-ce que je vais pouvoir retenir l'attention. Derrière le contenu en lui-même, il y a 3 types de contenus que j'aime bien utiliser. Liste, étape ou histoire. Ouais. Liste, tu dis voilà. Les 3, les 5, top exactement. 5, top 3, absolument. Ça, généralement, ça marche bien. Et après, histoire, ça marche bien aussi. Et derrière, call to action, donc soit pour que les gens s'abonnent, soit pour les rediriger vers un lien en bio. Et l'erreur que je vois souvent, que des gens qui créent du contenu, c'est qu'ils vont te faire un hook de malade, genre en mode, tu te dis, tu vas retirer au taquet de valeur de la vidéo, il te fait la liste, et à la fin, t'es là, c'est tout. Et du coup, t'es déçu, et du coup, t'as plus envie de revenir. Ouais. Ah oui, je vois. Donc, faut pas trop vendre ta vidéo dès le début ou trop faire croire que tu vas en donner beaucoup pour derrière avoir aucune valeur. C'est ça, parce que sinon tu fidélises personne en fait. Ouais. Les gens veulent pas revenir si tu les déçois. Et c'est un truc que j'ai remarqué et j'essaie toujours de réfléchir à une promesse pour qu'elle soit vraiment, que ça soit dans une vidéo YouTube ou sur un short, que ça soit pas trop élevé pour pas décevoir les gens derrière. Sinon, il vaut mieux qu'ils soient ravis, tu vois, avec du plus que du moins. Alors une technique que j'utilise encore plus sur les vidéos, c'est le double hook. Okay. Tu balances une accroche et ta phrase juste derrière, c'est encore une accroche pour faire rester les gens jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sais, des trucs un peu que tu vois beaucoup, mais la 3e solution est celle que je préfère, des trucs comme ça. Bah ça, c'est un deuxième accroche où tu dis, j'ai envie d'entendre, en plus de ça, il faut que je regarde jusqu'à la fin. Et donc, tu as plein de façons de le faire, mais le double hook est ultra efficace. C'est une super idée, ouais. Toi, tu cibles plutôt quel type de personnes au travers de ton contenu ? Bah écoute, c'est un petit peu le problème. En visant tout le monde, tu vises parfois personne. Donc, moi, c'était à la base beaucoup les créateurs de contenu qui veulent soit devenir influenceurs, tu vois, créateurs UGC, et aussi les entrepreneurs. Et donc, je me rends compte que faut se nicher un petit peu plus, malgré tout. Et là, on m'a vu pendant très longtemps et encore comme le gars TikTok. Très bien, j'étais connu sur TikTok, mais je suis avant tout un entrepreneur et j'ai envie de faire ce shift vers un contenu plus business, plus make money et d'amener des solutions qui va être plus du consulting ou des solutions à étiquette. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus pour voir comment je vais me rediriger maintenant. Et justement, là, c'est parfait cette passe décisive que tu me fais. J'ai vu que toi, jusqu'à mars-avril de cette année, si je ne me trompe pas, tu faisais du contenu qui était principalement fitness, parce que tu étais coach, fitness, remise en forme, transformation physique. Et aujourd'hui, je vois que tu t'es élargi dans le spectre et que tu parles business et que tu aides les gens à créer ou à faire exploser leur business. C'est ça. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Ouais, 100%. En fait, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner à la salle de sport et je dirais que c'est la première grosse transformation que j'ai eue dans ma vie. Le fait de me transformer physiquement, ça m'a permis de gagner confiance en moi, ça m'a permis de passer des entretiens à l'armée, ça m'a permis d'acquérir une forme de discipline aussi, tu vois, un truc qui se transfère à plein d'aires de vie. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de partager ça à des gens pour qu'ils puissent vivre la même transformation et expérimenter les mêmes bénéfices que moi. Et en fait, il y a un moment où j'aime bien me projeter à long terme, faire des plans long terme, ma vision, etc. Et je me suis dit, Antoine, est-ce que tu es vraiment en train de monter la bonne montagne là ? Le fitness, c'est bien, ça te plaît, c'est un loisir. Mais si tu regardes sur 10, 20, 30, 50 ans, est-ce que tu dois rester là-dedans ? La réponse était clairement non. J'en avais un petit peu marre, tu vois, de juste donner des conseils pour avoir des abdos. Et je respecte à 100% les personnes qui le font. C'est extrêmement difficile. Mais je ne me voyais pas personnellement trouver mon plaisir et mon intérêt là-dedans. Donc je me suis dit, la deuxième grosse transformation que j'ai eue dans ma vie, c'était financier, business.
comment est-ce que je pourrais aider des gens à vivre la même transformation que moi, parce que c'est celle qui a eu le plus gros effet de levier sur tous les autres aspects de ma vie. Aujourd'hui, je peux aider mes proches, je peux voyager où je veux dans le monde, je suis libre de mon emploi du temps, j'ai pas de contraintes de patron ou autre. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais aider d'autres personnes à faire la même chose, et notamment en amenant une alternative au système éducatif traditionnel. Parce que le système éducatif, aujourd'hui, il nous enferme dans une voie où pendant 10, 15 ans, surtout si tu fais des crédits pour payer tes études, eh ben, tu rentres dans la rat race et dans un système qui va te rendre esclave, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je veux par l'intermédiaire de ce business, c'est pas seulement réussir à monétiser une audience, c'est apporter une vraie alternative à des jeunes qui ont la motivation de lancer des projets pour qu'ils puissent être leur propre patron et vivre leur vie selon leurs propres moyens, tu vois. Il y a 900 000 professeurs environ dans l'éducation nationale. Ce que je veux, c'est réussir à former 900 000 personnes qui puissent monétiser leur passion pour la transformer en profit et réussir à vivre leur vie selon leurs propres termes. Donc en gros, la vision à terme, c'est ça. C'est vraiment apporter une alternative au système éducatif traditionnel qui n'a pas bougé depuis des années et des années, qui est un système pas maniable en fait. Et donc l'idée, c'est de le décentraliser avec, au lieu d'avoir une seule unité qui te permet de te former, avoir plein de formateurs indépendants, chacun spécialiste de leur domaine. Ça peut être dans la santé, dans les relations, dans le domaine financier, pour qu'ils puissent aider d'autres personnes, soit à démarrer des activités, soit à se transformer. Voilà. Mais dans un sens, j'ai envie de te dire, tant mieux que l'éducation nationale reste comme ça, puisque ça laisse la porte à des gens comme nous d'amener des solutions. Ouais. Si demain ça change, enfin ça serait bien dans un sens quand même, mais du coup le marché sera beaucoup plus fermé. Mais qu'est-ce que tu penses des gens moi, ce que je trouve incroyable, c'est que toi, tout de suite, très jeune, pour lancer un business, tu as décidé d'aller apprendre de quelqu'un, de te former. Parce que tu l'as dit, tu as acheté une formation. Et j'ai l'impression qu'en France, alors moi, c'est le point de vue que j'ai un petit peu des États-Unis, que les formateurs, les formations, l'infoprenariat, ça a quand même une sale image. Parce que je pense qu'il y a eu un petit peu des scams et des arnaqueurs dedans, même si la plupart, 99%, ce sont des bonnes personnes. Ça, j'en suis persuadé. Je suis pas persuadé. Ah ouais? Non. Tu penses qu'il y a beaucoup de scammers? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont nuls. Et qui ne devraient pas faire des formations. Mais qui en font pour monétiser. C'est ça. Parce que c'est hyper facile de monétiser aujourd'hui. Tu t'envoies de la pub sur Facebook, tu vois, tu peux avoir ton ROI hyper facile. Si tu délivres mal derrière, tu t'en fous. Du coup, il y a beaucoup de mecs qui ont vu l'opportunité, qui se sont infiltrés, mais qui apprennent des trucs qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes. Donc au final, tu te retrouves avec plein de gens qui achètent des produits relativement chers, mais qui n'ont pas de résultats. Et qui, tu vois, c'est ça le problème. Donc en fait, c'est une vérité, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Mais je pense pas qu'ils le font, eux, dans leur tête, c'est pas des arnaqueurs, tu vois. Ouais. Mais comme ils sont vraiment nuls et qu'ils sont pas qualifiés pour vendre leur truc, ça fait d'eux des scammers indirects, tu vois. Des opportunistes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que le vrai problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui sont nuls et qui devraient pas vendre de formation. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui souffrent de cette réputation. Les formations en ligne, c'est de l'arnaque. Les formations en ligne, ça marche pas. Parce que malheureusement, il y a cette partie dark un peu d'internet. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent justement acheter une formation business ou autre, de savoir un petit peu quel est un bon formateur d'un gars peut-être pas très bon? Je pense que déjà il faut que le mec il ait eu la transformation qu'ils aient envie d'avoir eux, tu vois, c'est la première chose. Il faut qu'il soit sûr que les témoignages qui sont affichés soient vrais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les falsifient aussi. Tu peux payer des gens sur Fiverr pour avoir des faux témoignages. Il faut que le mec, je pense, ait une forme de légitimité en termes de résultats qu'il peut t'apporter. Il faut que tu sois au clair sur le contenu de son programme, le niveau d'accompagnement que tu vas pouvoir en retirer. Est-ce que c'est juste des vidéos que tu vas visionner ou est-ce que tu vas avoir quelqu'un derrière toi? En fait, il y a tout un tas de facteurs qui sont à prendre en compte. Et il faut aussi, je pense, que les personnes prennent leurs responsabilités lorsqu'elles investissent de l'argent dans une formation. Parce que c'est pas parce que tu payes un truc que tu vas avoir le résultat comme ça. Bien sûr. Il y a beaucoup de travail à fournir. Même si tu as payé, t'es pas... Enfin, voilà, il faut que tu aies les crocs, il faut que tu aies envie de réussir. Il faut bosser, quoi. C'est comme dans tout, il faut bosser. Il faut bosser, il faut se donner les moyens. Et il y a beaucoup de personnes qui rejoignent les formations, qui sont un peu en mode touriste, j'ai envie d'apprendre des trucs, c'est cool, machin. Mais si tu veux les résultats derrière, il faut faire plus, quoi. Il faut bosser. Déjà, il y a une partie qui achète et qui ne consomme jamais la formation. Ça, c'est assez énorme. Même sur ma formation, je ne me rendais pas compte et j'ai vu les chiffres. Et après, il y a les personnes qui, ils pensent acheter une recette magique. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une checklist de trucs à faire et tu as des résultats tout de suite. Et je parle, en tout cas sur moi, ce que je connais sur TikTok.
oui, tout le monde en soi peut percer, faire des vues, réussir, mais il faut quand même bosser derrière, tu vois. Et donc, les gens pensent que j'achète la formation de la méthode Antoine, je vais faire 10 millions de vues et 10 millions d'abonnés. Bah, potentiellement, pourquoi pas? Tu as tout ce qu'il faut, mais après, il faut bosser. C'est toi qui fais le contenu. Donc, 100%. je pense que c'est quelque chose que les gens doivent comprendre aussi avant de s'engager dans une formation. Moi, ton contenu m'a beaucoup aidé, mais je sais que si j'avais pas eu de résilience face au post qui n'avait pas marché au début, j'aurais jamais pu. Tu vois, il y a toujours cette marge de progression et généralement, les gens ont des attentes qui sont pas réalistes. Ils pensent que tout va pouvoir marcher tout de suite. Moi, je le voyais dans le fitness aussi, hein, j'avais le même problème. C'est-à-dire que les gens rejoignaient, ils pensaient qu'ils allaient avoir des abdos en 2 semaines. Mais ça se passe pas comme ça. Si tu veux des abdos, ça demande beaucoup de discipline, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Et tout peut pas se faire tout seul. Donc, je pense que c'est aussi l'époque où on est qui nous pousse vers ça. Moi, je te le dis sincèrement, 100%. TikTok, je suis un peu plus vieux que toi. TikTok m'a matrixé. J'ai un temps d'attention qui a été réduit de malade. Et maintenant, ces schémas de être riche rapidement, des trucs en 2 secondes, facile et tout est accessible par tout ce qu'on consomme tous les jours en vidéo, bah forcément, on commence à y croire et à se dire ça. Et je suis matrixé. Je me dis, Antoine, prends un peu de recul, t'es plus mature. Non, ça marche pas comme ça, faut du boulot. Et au final, il y en a très peu qui arrivent à des résultats comme ça. C'est clair. On vit dans une société où on est de plus en plus habitué à la gratification instantanée. Et malheureusement, ça faut s'en protéger. Faut se rappeler que voilà, réussir, ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Et même si forcément le but des marketeurs, c'est de faire en sorte que ça soit le plus attrayant possible, et même moi, j'en fais partie. On a bien compris ce qui clique chez les gens, ce qui fait du clic. Bonne accroche. Ben oui, c'est une bonne accroche. En fait, on est aussi, nous, en tant que formateurs, en compétition. On est responsable, mais on est aussi en compétition avec toutes les autres personnes pour avoir l'attention des gens. Donc, on est obligé de faire des promesses qui permettent aux gens de se projeter vers un résultat idéal qu'ils désirent. Mais derrière, la vérité, c'est qu'il y a du travail à fournir si on veut arriver au résultat. Et ça, forcément, les gens n'ont pas l'honnêteté de le dire. C'est plus facile de dire tu vas devenir un millionnaire en 6 mois que de te dire voilà, ça demande des années et des années. Mais c'est sûr que c'est moins vendeur. C'est moins vendeur. Mais voilà. Mais bon, on l'ouvre, justement, on le dit là. Donc c'est bien, on fait partie, on essaye d'éduquer un maximum les personnes. Ça permet en fait de rétablir les attentes. Tu vois, moi par exemple, le programme que j'ai lancé là, de base, j'avais fait la promesse 10K en 90 jours. Parce que c'était ce que j'avais obtenu avec le business de fitness. Mais je me suis rendu compte que la conjecture était bonne parce que TikTok, j'avais une chier de trafic qui arrivait. Là, je me rends compte que quand même, si tu pars de 0, 5K par mois déjà, c'est plus réaliste. Donc, je me suis dit, 10 minutes à promesse, sois honnête avec l'audience et peut-être que voilà, les gens seront aussi plus alignés avec ça. Mais ouais, et je pense que ça a mieux marché sur le marché français. Moi, ce que j'ai vu, les différences culturelles, par exemple, avec les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, tu peux vendre le rêve ultime, l'ambition, think bigger. En France, au lieu de dire 10 000, tu dis 5 000, voire même 2 500 compléments de retenue. Les gens vont se dire, ça, c'est vraiment possible, c'est davantage possible, et donc je vais croire davantage cette personne plutôt que l'autre, alors que peut-être l'autre, il te dit pas de la merde, tu vois, mais il y a ce côté de perception à la française où on est beaucoup plus conservateur. Ouais, ils ont tendance à être... c'est vrai que les Français, et moi j'en fais partie aussi, on a tendance à être plus sceptiques et à moins faire confiance aux gens. On est méfiant de base. Méfiant. Et c'est vrai que cette accroche, je l'ai remarqué aussi, a tendance à mieux marcher. Parler de complément de revenus, ça te permet... Voilà, les gens, en fait, c'est pas trop loin d'eux. Ils se disent, si lui a réussi, moi, pourquoi pas? Alors que 10K par mois, déjà... Les gens, et moi, je faisais partie de cette catégorie de personnes. Quand j'ai dépassé la barre des 10K, tu vois, 10K, ça a l'air d'un pilote de ligne en fin de carrière. Ma mère, elle comprenait pas, tu vois. Elle était là, mais t'as braqué une banque ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que la vérité, c'est qu'il y a 1% des Français qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Et donc, c'est vrai que c'est 1%? 1%, ouais. Okay. Donc, c'est difficile de le croire, tu vois, dans ton entourage, quand t'es au quotidien. Tu sais que les gens autour de toi gagnent 2-3 000. De 10K, c'est... Ouais, tu vois, je ferais pas cette accroche, même si elle est très bonne, faites partie des 1% de la population française, parce que les gens vont dire encore un vendeur de tapis, etc. Alors que non, c'est possible, et on le sait. Donc, 100%. Il y a beaucoup de jeunes hommes, je pense, qui peuvent réagir à ce discours du top 1%. C'est un truc qu'on voit beaucoup aux States, rejoindre le 1%, mais c'est vrai qu'en France, c'est différent. C'est un peu plus compliqué. Et donc, dis-moi, du fitness au business, comment tu fais cette transition ?
Eh ben, déjà, j'ai commencé par changer un peu ma stratégie de contenu. Ok. Je pense que c'était la première chose à faire. En fait, je savais l'avatar client que j'avais attiré depuis le début avec mon offre fitness, elle allait être aussi intéressée par le business. Parce que c'était relativement des jeunes hommes, tu vois, dans leur vingtaine d'années, qui étaient passionnés de développement personnel. Et donc, tu es dans cette sphère entrepreneuriale, fitness, dev perso, tu vois, ça se regroupait. Donc, la première chose que j'ai fait, ça a été de changer ma strate de contenu. J'ai réfléchi à une offre qui était alignée avec ce que je voulais, avec ce que je pouvais délivrer. Et puis, j'ai commencé à sélectionner uniquement 6 personnes pour les accompagner. Ah non, avant ça, pardon, j'ai oublié. J'ai aidé mon petit frère à faire ça. J'ai vu une vidéo avec lui d'ailleurs. Super, ces résultats exceptionnels. Ouais, c'est exceptionnel. Et c'était donc la première personne que j'ai accompagnée parce que j'étais pas sûr que ça allait marcher pour les autres. Donc, on a mis en place un compte Insta, etc. Là, il a passé la barre des 10K. Et donc, je me suis dit, putain, si ça marche pour lui, ça peut marcher pour d'autres éventuellement. Donc, je vais tester. Et là, en parallèle, il faut savoir qu'on continue à vendre l'offre de fitness. C'est-à-dire que moi, mon système d'attraction et de conversion était très simple. Je crée du contenu sur Insta. J'ai des setters qui bossaient sur mon compte Insta, donc qui faisaient des conversations avec l'audience. Ils les redirigeaient sur des appels avec des closers. Les closers closaient et ensuite les coachs délivraient. Très simple. Donc, c'est d'autres coachs. C'était pas toi forcément. Non, je délivrais pas, moi. D'accord. Je délivrais pas. Je délivrais sur les 4-5 premiers mois. Le temps de construire le programme, le temps de mettre en place les process, etc. Et très rapidement, j'ai compris que si je passais mon temps dans la délivrabilité, ça allait être une contrainte pour la croissance du business. Et t'as vu une déception chez certaines personnes ou c'était clair déjà avant l'achat que ça serait pas toi? C'était la grosse appréhension que j'avais parce que les gens suivent Antoine Blanco sur Instagram. Ils veulent bosser avec toi. Ils veulent être coachés par Antoine Blanco derrière. Et en fait, j'ai compris que les gens veulent surtout une transformation. Antoine Blanco, il est gentil, tu vois. C'est le mec à qui j'ai le plus confiance pour faire cette transformation. Mais ce que je veux véritablement et ce en quoi j'investis, c'est ma transformation physique. Okay. C'est pas pour passer du temps avec Antoine Blanco. Et donc, au final, les gens ont compris ça. Et le fait de se faire accompagner par des coachs compétents, ça leur a permis d'avoir les résultats et d'être satisfaits derrière. Après, évidemment, je gardais de la présence dans le groupe. On faisait des appels de groupe de temps en temps, mais c'était juste beaucoup plus scalable au niveau de mon temps. Que de délivrer à chaque personne en one-one. Donc ça, c'était la première chose que j'avais déléguée. Et après, petit à petit, en fait, j'ai commencé à accompagner 5 personnes sur cette nouvelle offre. Ils ont payé ou c'était gratuit? Non, ils ont payé. Okay. Parce qu'il y a souvent ces personnes qui, pour avoir des case studies et pour commencer des testimonials, ils vont prendre des gens gratuitement, leur donner la formation, le coaching, les faire grossir et après... 100%. Okay. C'est quelque chose que je recommande aux personnes qui n'ont pas d'expérience parce que ça te permet déjà d'avoir confiance en ton process. La personne en face a 0 risque à ne pas s'engager avec toi à part le fait de perdre un peu de temps. Ouais. Mais en soi, au début, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Si tu apportes beaucoup de valeur à la personne, tu as plus de chances d'avoir du bouche à oreille, derrière de la passer sur une offre payante et de démarrer ton business comme ça. Mais moi, pour le coup, je les ai fait payer. Parce que j'avais quand même, je pense, une légitimité et j'avais parlé de mes chiffres aussi avec mon business de fitness. Donc, les gens savaient qu'ils pouvaient potentiellement retirer de la valeur. Et donc, j'ai accompagné 6 personnes sur 3 mois. Ils ont eu des super résultats. On a un mec qui a dépassé la barre des 10 000 en moins de 3 mois. Et c'est là aussi où je me suis dit, OK, il y en a 1 sur 6 qui a dépassé les 10 000. Peut-être baisse un peu ta promesse. Après, tous les autres ont réussi à faire au moins une vente. Il y en a qui ont remplacé leur salaire avec leur business en ligne. Exceptionnel quand même déjà ça. Franchement, c'est propre. Bien sûr. C'est très très propre. Et là, du coup, je passe dans la deuxième phase. J'ai bien validé mon produit. Je pense qu'il est bon. Je continue à l'améliorer évidemment avec le temps et les retours de mes clients. Ça t'a mis combien de temps ça, pardon? Ça m'a mis 3 mois en fait. J'ai fait un accompagnement sur 90 jours avec eux. Okay. Et une fois qu'ils ont eu des résultats, qu'ils étaient satisfaits, là je me suis dit ok, c'est peut-être le temps de l'ouvrir à plus de monde. Et avant le début de ce programme de 3 mois, pendant combien de temps tu avais fait du contenu un petit peu plus business et tu avais fait ce virage? Je pense que j'avais fait peut-être 2 mois de contenu business. Okay. Mais en fait, l'audience, comme je t'ai dit, elle avait ces centres d'intérêt-là et je le savais. Des gens qui veulent faire de l'argent en ligne et qui veulent se transformer physiquement, tu vois, ça se regroupe pas mal. Et du coup, juste avec un appel à l'action en story, j'ai réussi à avoir des prospects au téléphone et à tester l'offre, en fait, voir si les gens voulaient vraiment ça. Et quand je me suis rendu compte que ça mordait, que les gens étaient prêts à investir pour avoir cette transformation aussi, je me suis dit, allez, let's go, on fait le virage, on y va. D'accord. Mais ça fait toujours peur de faire une transition. Non, c'est sûr. Tu te dis, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que les gens vont se désabonner? Est-ce qu'ils en ont marre? Mais là, c'est le top parce que tu as pu prouver que même si... Et c'est le problème, je trouve, d'ailleurs, de TikTok et des réseaux sociaux, c'est qu'on t'enferme très rapidement dans une case et là, tu prouves que tu peux en ressortir et faire quelque chose d'autre. Ouais. Après, il y a quand même une connexion, plus ou moins, on va dire, entre ce que tu dis, l'audience qui aime le fitness, qui veut une transformation physique et ceux qui veulent lancer un business.
c'est sûr qu'il y a des grands écarts un petit peu plus compliqués, Oui, sûrement. mais bon, toi, en l'occurrence, création de contenu et business, c'est quand même Ça devrait aller, très relié. C'est sûr que si tu passes de, je sais pas moi, transformation physique à parler de schtroumpf et essayer de vendre une offre, tu vois, ce sera plus compliqué. Courage. Mais non, après, je pense que tout est possible. Super. Et du coup, comment tu structures ton business aujourd'hui? Est-ce que tu délègues des choses? On m'a parlé du contenu, mais au niveau du business, comment ça se passe? Ouais. Donc, en fait, la structure que j'avais dans mon business fitness, c'est plus ou moins la même sur ce business-là. On a un pôle marketing, un pôle vente et un pôle délivrabilité. Tu dis on parle de combien de personnes du coup? Là, il y a 8 personnes Ah qui bossent avec quand moi. même. Ouais. Donc, on a pas mal de gens qui bossent sur le contenu. On a des setters sur le compte Instagram et on a des closers. Et après, les coachs derrière qui s'occupent de délivrer. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple. Hein. Voilà, la création de contenu permet d'apporter du trafic. Là, j'ai fait une petite modification sur mon système. C'est-à-dire qu'avant, le problème auquel on faisait face, c'était que tous les calls qu'on pouvait réserver pour potentiellement vendre l'offre derrière, ils étaient faits manuellement. Et là, on est passé sur un système où on a une opt-in, une page opt-in pour récolter les informations des gens, une VSL derrière qui permet de convertir en automatique, et derrière, le Calendly, un job form qui permet de filtrer, et le Calendly pour booker des appels. Le Calendly, elle est accessible sur la page VSL de la vidéo? Non, ou non, c'est une autre page encore. C'est ça. D'accord. En fait, ça fait opt-in, les gens rendent leurs informations, il y a une promesse. La vidéo dure 15 minutes, le bouton apparaît, les gens arrivent derrière sur une page job form. Donc, c'est un formulaire que tu remplis pour savoir si tu es qualifié ou pas pour l'appel. En l'occurrence, on leur demande combien est-ce qu'ils sont prêts à investir, des choses comme ça. Et après, en fonction de leur niveau de qualification, ils sont redirigés vers la page Calendly ou vers une page qui ne les qualifie pas. Et est-ce que je peux acheter le produit ou le service? Non, à aucun moment dans ce funnel. En fait, le problème... Non, parce que tu disais un petit peu en automatique, je pensais que tu générais quand même des ventes sans avoir besoin de passer par un closer. Non, quoi qu'il arrive, il y a un closer. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que le closing, ça se délègue facilement. Une fois que... Tu vois, là, j'ai fait une semaine de call sur la nouvelle offre. Je viens de restructurer parce que j'avais fait 3 mois, il y a 3 mois, j'avais fait du closing. Là, je viens d'en refaire parce qu'on a changé un peu le programme. Et donc, tu structures les process, tu structures le script. Et après, tu trouves les bonnes personnes pour l'appliquer qui ont de l'expérience. Et généralement, ça convertit plus ou moins pareil. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Sur que tu vendais pas automatiquement peut-être? C'était ça? Ouais, en fait, le problème de vendre automatiquement avec une page de vente, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, généralement, tu vas convertir qu'à 5% sur des produits qui sont beaucoup plus faibles en termes de tarification. Alors que si tu prends les gens au téléphone, tu vas convertir autour de 30%. Donc, tu fais déjà x6 sur ton business et tu peux vendre plus cher aussi. Donc, tu fais minimum x10 juste en changeant la méthode de conversion. La galère, c'est que en fait, il faut manager des gens. Opérationnellement, c'est compliqué. Et entre les deux, la méthode alternative que tu as, c'est le webinaire. Où là, tu fais une conférence live et tu convertis, selon tes performances, entre 10 et 15%. Je le teste en ce moment. Mais le webinaire, j'ai essayé de le faire un webinaire evergreen qui tournait tout seul, où j'avais été enregistré une fois. Alors là, ça convertit que dalle. Par contre, quand je suis là, ça convertit. Donc les gens sentent que c'est un enregistrement quand même si ça fait live. Mais bon, je fais encore pas mal de tests. J'ai testé le webinaire. Ça joue beaucoup. Comment tu t'es formé sur les webis? Aucunement. Aucunement. Tu l'as fait comme ça? Ouais, c'est ça. Mais justement, je pense que c'est un élément où je dois progresser. C'est me dire, achète une formation d'un gars qui t'explique comment faire des webinaires et après fais-les. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller direct dedans, mettre les mains dans le cambouis et tester et voir. Mais je fais sûrement 10 000 erreurs que j'aurais pu éviter en me formant. Donc, faut que je prenne plus ce process. Tu vois. C'est le meilleur truc à faire, je pense. De te lancer, d'accepter d'être pas aussi bon que tu pourrais l'être. Tu penses quand même que c'est plutôt pas mal de faire ça? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Parce que les gens, sinon, en fait, ils passent des années et des années dans leur tête à réfléchir à ce qu'ils devraient faire, comment est-ce qu'ils pourraient le faire du mieux possible. Et en fait, ils sont... Tu sais, c'est analysis paralysis. T'es paralysé par le fait de trop analyser et de vouloir trop perfectionner. Alors que quand tu te lances, c'est bon, t'es parti. Tu commences, t'es dans le mouvement. Et ensuite, à partir de là, tu peux que aller vers le mieux. Ce que je peux te recommander, c'est un livre de Russell Brunson. .com Secret, il fait... Je le connais, mais je l'ai jamais lu, tu vois, ce livre. Ouais, il est pas mal pour l'optimisation des webinaires, des pages de vente, des funnels de vente en général. Vraiment bien, et il coûte pas très cher. Donc peut-être là, déjà, tu pourras avoir de la valeur. Mais ce que tu as dit, j'espère que tout le monde l'a entendu, c'est un truc de fou. Parce qu'on dit souvent, vendre un produit pas cher, c'est aussi difficile que vendre un produit cher. Et en fait, tu le prouves, en plus en donnant de la data. Là. C'est-à-dire que tu dis, un produit pas cher,
5% de conversion, on va dire, en direct. Si tu mets en place un high ticket, des closers, 30%. Ouais. Et ton chiffre d'affaires, c'est plus le même. Non. Ce que tu viens, c'est pas pareil. Donc, faites du high ticket, quoi. De ouf. Et là, même moi, hein, c'est game changer. Là. Demain, je fais une offre high ticket. C'est sûr. C'est sûr. Il faut que tu fasses ça. Et en fait, ce qui se passe généralement, c'est que les gens, quand ils prennent une décision d'achat, ils ont besoin d'être mis dans les cordes. Tu vois, à un moment donné, un oui ou un non. Et ça, c'est un process qu'on t'apprend quand tu fais du closing. Il y a un moment dans l'appel où tu demandes aux gens de se positionner clairement pour pouvoir passer à l'étape d'après de l'appel. Et en fait, les gens procrastinent beaucoup. Donc, quand tu leur mets une page de vente sous les yeux, ils vont regarder, ils vont dire « Ah, ça a l'air bien, mais je le ferai plus tard ». Ils ne prennent pas la décision parce que il y a tout un tas de contraintes au fait de prendre une décision. Tu dois faire face à tes peurs de l'échec, tu dois faire face à tout un tas de choses. Et là, quand tu es dans une structure d'appel avec quelqu'un en face de toi qui t'accorde son temps, qui t'apporte de la valeur, qui te pose des questions pour t'intéresser à tes objectifs, à tes problèmes, etc., bah, tu te sens obligé de prendre une décision. Et en fait, le seul truc qui change avec le closing, c'est tu as d'une part cette relation émotionnelle qui est plus facile pour lier de la confiance, mais aussi le fait de mettre la personne face au choix qu'elle doit prendre et qu'elle ne pourra pas procrastiner en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça change autant en termes de conversion. Et tu parles de closing, ça me fait penser vraiment au mec qui prend le téléphone et qui appelle à froid des gens, ce qui n'est pas vraiment ça pour le coup ici. Wall Street. Ouais, exactement, prend le téléphone et boum. Et ça me fait penser aussi au CPF. Ah. Est-ce que ton programme est disponible Non. au CPF? Aucunement. Et c'est pas quelque chose que tu as envie de... J'ai jamais fait de CPF sur le fitness ou même là. J'ai fait du CPF, moi, Ok. avec TikTok. Et je dois dire que... Alors, Ça a la bien formation est marché. très bien. Hein, c'était pas du coup des gars qui appelaient « Achetez la formation d'Antoine ». Non, c'était pas ça. C'était juste... Vous avez un choix en plus, vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal, ou prendre votre budget CPF. Et forcément, pour la personne qui dit j'ai du budget, bah, je préfère utiliser cet argent qui est fictif, que j'ai pas vraiment, là-dedans, plutôt que payer avec ma carte bancaire. Donc oui, ça marche très bien. Alors je sais que maintenant, ça a été vachement régulé depuis très peu de temps, que c'est totalement clean. Mais donc je pense que pour toi, si tu arrives à, je sais pas, il y a certains critères, j'imagine, maintenant, pour être accepté CPF, ça peut t'augmenter ton chiffre d'affaires énormément. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a plusieurs avantages et inconvénients à l'utiliser. Dans les avantages, forcément, tu vas avoir un taux de conversion plus élevé parce que la décision d'achat est plus facile pour les gens. Dans les inconvénients, c'est qu'au niveau de la délivrabilité, les gens vont accorder moins de valeur parce qu'ils auront moins d'investissement dessus. Donc, et t'es payé à 90 jours ou même plus, je crois, par l'État. Ouais, c'est assez long. C'est pas direct. Tu passes par des centres qui, eux, te payent et eux, ils reçoivent l'argent tu vois, un moment après. Donc, bon, c'est juste de la trésor, ça, après à gérer. Mais j'ai entendu pas mal de potes qui avaient eu des problèmes avec le CPF, donc ça m'a fait un peu flipper, je t'avoue. L'argent qui reste bloqué, l'argent qui n'arrive pas, des trucs bizarres. Et au final, tu te retrouves à devoir payer tes closers, mais tu peux pas payer parce que t'as pas la trésorerie qui arrive du CPF. Donc, il y a eu plein de galères qui m'ont un peu refroidi, mais je pense que ça te permet d'avoir ton business sous stéroïde, quoi. Tu peux faire beaucoup plus de ventes facilement. Et c'est un truc qui est purement français. C'est-à-dire que ça n'existe nulle part ailleurs. On ne se rend pas compte. L'État qui donne de l'argent aux citoyens parce qu'ils bossent dans une boîte pour aller se former, ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Et on se dit même pas, mais c'est exceptionnel, essayons de nous former. Il y a plein de formations qui sont très bonnes au CPF. Utilisez votre CPF. Et je dis pas ça, ma formation n'est même plus au CPF maintenant. Donc, pour le coup... mais faites-le, quoi. C'est magnifique. Quoi. Ah oui, ça peut changer ta vie. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas conscience que. Non, je pense qu'ils ne savent même pas. Ouais. Ils savent même pas. Ouais. Mais ouais, c'est un leverage de malade que seulement en France on peut utiliser. Après, aux US, ils ont le principe de credit, où là, ils peuvent s'endetter pour acheter des trucs. Ah, oui, mais oui. ça, c'est pas la même, quoi. Tu vois, la configuration est quand même pas la même. Aux États-Unis, de toute façon, si tu veux t'endetter, c'est assez simple. Hein. Ouais. Là, tu peux faire ce que tu veux par rapport à ça. C'est chaud. C'est chaud. Toute ta stratégie pour amener des clients, elle est principalement sur du contenu organique. Ouais. Et on pourra le dire, et on est d'accord là-dessus, c'est l'attention que vous pouvez obtenir des gens et sur les réseaux qui peut vous permettre de monétiser de façon infinie, j'ai envie de dire. Mais aussi, tu portes une grande importance, j'ai vu dans tes systèmes et dans tes stratégies, au DM sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et c'est quoi cette démarche, comment... Mais c'est le meilleur moyen, je pense, de construire une relation personnelle et d'améliorer tes taux de conversion avant le closing. Parce que, c'est statistique, j'ai pas exactement les stats en tête, mais si tu mets quelqu'un dans un funnel de vente, t'es pas sûr à 100% qu'il va passer à la vitesse d'après. Par contre, si tu l'as dans ton CRM et que tu sais que tu as eu une discussion avec lui et que tu sais qu'à tel jour, tu vas le relancer pour lui envoyer un lien pour qu'il réserve un appel, ben, ce sera beaucoup plus facile et tu pourras répondre à ses questions en live aussi. Donc, il aura plus confiance. Donc, les DM, je pense que c'est
le meilleur moyen aujourd'hui pour augmenter les taux de conversion avant le closing. Le seul problème, c'est que ce n'est pas autant scalable qu'un funnel de vente. Donc, en fait, la stratégie, elle va être à optimiser selon le trafic qu'on a. Si on a beaucoup de trafic, qu'on a déjà une grosse audience ou qu'on investit en publicité, je pense que c'est plus pertinent de convertir en automatique parce que la conversion ne dépend pas de ton temps. En revanche, si tu as peu de trafic, que tu débutes, tu vas essayer plutôt d'optimiser les taux de conversion et donc de prendre plus de ton temps parce qu'au final, c'est la seule ressource que tu as à disposition si tu n'as pas d'argent pour pouvoir faire tes conversions. Donc, moi, c'est un truc que j'ai appris aux US. J'ai investi beaucoup d'argent dans des masterminds. J'ai investi près de 60 000 euros. J'ai fait 2 masterminds aux US, plus toutes les formations que j'ai prises. Ça m'a coûté près de 60 000 euros. Et vraiment, aux US, je sais qu'il y en a énormément qui servent des DM pour convertir parce que ça permet de faire des diffs par rapport aux concurrents. Et au niveau du trafic organique versus trafic payant, tu fais du payant, pas du tout? Qu'est-ce que tu en penses? L'organique, on se dit, c'est accessible. C'est pas facile de faire 100 000 vues au début, par exemple, alors que le trafic payant, tu te dis, bon, bah, tout de suite, je peux viser la bonne cible et délivrer mon message. Mais derrière, il faut un investissement. Du coup, est-ce que tu en fais, toi, déjà, du payant? Non, j'en fais pas encore. C'est quelque chose que je vais mettre en place. Par contre, j'ai eu beaucoup de croyances qui ont été cassées par rapport à ça. Toujours aux US, dans les masterminds, on m'a dit de privilégier l'organique et que le payant, c'était de plus en plus sur le déclin. Et je pense que c'est vrai sur le marché américain, pas encore sur le marché français. Il y a énormément de concurrents sur le Facebook Ads américain, donc tes coûts d'impression sont ultra élevés. Ouais, c'est vrai. C'est difficile d'être rentable si tu fais pas du high ticket. Et en France, c'est pas encore le cas. Donc, il faut se servir de ça. Moi, je sais que j'avais une connaissance qui était très proche et qui utilisait uniquement le trafic payant et qui faisait 300 000 par mois avec son business de formation. Donc, c'est un truc que je suis en train de me former dessus. Toutes les semaines, j'ai un cours d'1 heure de Facebook Ads avec un consultant spécialisé là-dedans pour justement monter en compétences et mettre en place des systèmes d'acquisition avec ça. Et je pense que c'est beaucoup plus prédictible que l'organique. L'organique, tu vas avoir des posts qui vont péter, donc ton trafic, ton funnel va être rempli, et puis une semaine après, ça marche moins bien, donc il n'y a plus personne. Merde, j'ai recruté des closers, mais là, j'en ai trop, comment je fais? Plein de galères qui arrivent, alors qu'avec de l'ADS, tu spends ça, ton coût par lead, c'est ça, ton coût par call, c'est ça, ton coût d'acquisition, c'est ça, tu fais tes calculs, poum, tu mets ta team de closers, et c'est beaucoup plus prédictible. Après, en fait, les deux trucs s'emboîtent bien, dans le sens où si tu commences avec la création de contenu organique, tu as une base beaucoup plus sécure pour lancer de l'ADS derrière parce que tout ce trafic que tu vas ramener qui sera payant, ils vont être nourris et avoir confiance en toi grâce à ton contenu gratuit. Et social proof aussi, quand même. Social proof aussi. Donc, moi, là, c'est vraiment le belief breaking que j'ai eu. Je suis monté jusqu'à un certain seuil en termes de profit, de chiffre d'affaires grâce à l'organique. Et je sais que je ne pourrais pas passer un palier tant que je ne passe pas à de l'ADS. Et toi, tu utilises ou pas? J'ai jamais fait de payant non plus. Non, payant non plus. Et je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi dans ma tête, faut que je vende mes programmes uniquement avec le trafic que je génère organiquement. Alors que c'est débile. Et donc là, c'est pour ça que je suis en train de tout remettre en place pour non seulement, pourquoi pas vendre du high ticket, des closers, mais faire de l'ADS, quoi. Même du TikTok Ads, pour le coup, tu vois, Facebook, c'est exceptionnel. Ce qui est trop puissant, c'est que tu construis une machine qui imprime du cash. C'est-à-dire que si tu as les chiffres, tu as les datas sous les yeux et que tu vois que lorsque tu investis 1 euro, tu en as 4 ou 5 qui ressortent, tu investis plus. Tu investis plus. Parce que, tu vois, et ce qui est difficile, je pense, c'est que pour construire cette machine qui t'imprime des billets, il y a une dette à payer. Il faut investir, il faut tester, il faut que ça marche pas dans un premier temps. Il faut se planter. Il faut être prêt à lâcher 1000 balles, à dire putain, j'ai rien vendu ou très peu. Bon, bah allez, je remets 1000. Donc on paye un peu pour voir. Mais il faut être sûr d'apprendre et je pense, tu fais la bonne chose de soit bien s'entourer, soit se former. Ça, c'est évident là-dessus, tu vois, pour le coup, je me lancerai pas sans me former quand même. Ouais. Là, je pense que c'est des compétences qui sont vraiment assez techniques. Il faut comprendre les termes, il faut pouvoir mesurer ce que tu fais, l'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est beaucoup plus puissant d'utiliser le trafic payant. En même temps, à chaque fois que je parle avec des média buyers en off, ils me disent non mais de toute façon maintenant l'algo de Facebook il est tellement bon, t'as même plus besoin de mettre de ciblage, il va trouver les bonnes personnes et faire les conversions. Et à côté de ça, quand toi t'essayes, ça marche pas forcément, donc tu vois, tu sais plus quoi croire. De ouf. Mais je pense que il était largement meilleur il y a quelques années avant, tu sais, iOS 14 et tout ça. Et depuis que Apple a fait cette mise à jour, le tracking est beaucoup plus mauvais, beaucoup plus difficile. Mais ça marche toujours. Il y a toujours des advertisers qui spamment beaucoup et qui font beaucoup de profit grâce à ça. Donc, c'est définitivement une compétence à maîtriser dans notre arsenal, je pense. Absolument. Il y a une autre croyance limitante pour le coup que beaucoup ont quand ils se lancent sur un marché, sur une niche, pour lancer leur business et créer du contenu, c'est dire
il y a déjà plein de monde, il y a une concurrence de malades, c'est impossible, je ne vais pas faire ma place. Comment toi, tu as fait pour te différencier et trouver ta place là-dedans, et même maintenant sur le business où tu dis il y a déjà beaucoup de monde. Comment tu fais toi et quelle est ta stratégie si tu en as une par rapport à ça? Ouais, c'est drôle, c'est l'objection numéro 1 que mon père m'avait sorti. Ah ouais? Quand j'ai démarré. Il y a trop de monde. Ouais, il y a trop de monde, le fitness ça marche pas, regarde, ça marchera pas pour toi, etc. Et en fait, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit inverse qu'il faut adopter. Dans le sens où si tu vois qu'il y a beaucoup de monde à un endroit, ça veut dire qu'il y a de la demande et que ces gens-là répondent à une demande. Et tout ce que tu as à faire, toi, c'est venir t'intercaler entre la demande qui existe déjà et en fait, la concurrence, c'est le meilleur indicateur des trucs qui marchent déjà et qu'il faut faire plutôt que qu'il faut éviter à faire. Certes, ça prend un peu de temps pour se faire une place, pour s'imposer dans un marché, mais si on a de la persévérance, pour moi, en fait, le problème que les gens ont quand ils essaient de démarrer un business, c'est qu'ils essaient d'innover. C'est qu'ils essaient de trouver l'idée qui va révolutionner la planète et que personne ne fait encore. En fait, c'est le meilleur moyen de te planter. Ouais. Parce que tu sais pas où est la demande, tu sais pas où faire ton marketing, tu sais pas comment identifier ton client idéal. Alors que si tu as déjà des gens qui vendent des trucs que toi, tu peux vendre potentiellement, tu as juste à aller dans leur audience et à proposer la chose qu'ils proposent à leurs prospects. Et voilà. Non, c'est vrai. Et c'est la même chose sur les réseaux et sur TikTok. Ouais. Je dis aux gens, ne réinventez pas la roue. Regardez ce qui existe, faites quelque chose qui fonctionne déjà, des formats qui fonctionnent déjà, et inspirez-vous et faites votre truc, personnalisez un petit peu. Mais c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a qu'un milieu où, quoi qu'il arrive, il faut le faire, c'est dans l'innovation, dans la tech, dans les startups, où là, tu dis, OK, j'ai une vision, j'ai une idée ou quelque chose, je vais tenter de le faire. Et après, c'est essayer de lever des fonds pour voir si c'est viable à un moment donné. Et 99% échouent. Mais sur du business un petit peu plus comme le nôtre, là, il n'y a pas besoin de tout réinventer, quoi. Carrément, carrément. Tu peux utiliser En fait, ce qui va faire la différence, je pense, c'est tous les traits de caractère que tu as pu acquérir dans ton passé. En l'occurrence, moi, le fait de m'être entraîné pendant des années, je pense que ça m'a permis de faire une différence par rapport aux concurrents du marché sur la discipline que ça demande de réussir, tout un tas de choses. Et c'est comme ça que tu vas arriver à te différencier, mais c'est pas sur la proposition de valeur que tu vas avoir. Je pense que c'est... Ouais. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pense aussi que tu es un beau gosse, etc. Ça joue, l'image malgré tout. Ouais, ça joue, mais... Et tu vends ton produit parce que tu l'es. Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait, je crois, un tweet par rapport à ça. Dis, si tu veux être un bon coach fitness et avoir des clients, monte déjà ton corps et sois sûr d'avoir un corps de malade que les gens veulent avoir. Et c'est la vérité. On dit tout le temps, le cordonnier est celui qui est le plus mal chaussé. Mais non, c'est peut-être vrai, mais il ne faut pas ça. Au contraire. Donc, si demain, je vendais une formation TikTok et que j'avais 200 abonnés, je ne faisais pas de vues, forcément, ça ne se vendrait pas. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est clair. Il faut avoir un minimum de background, quoi. Mais il n'y a pas besoin non plus d'être un expert. Tu vois, c'est ce que je dis aux personnes que je coach. Ils ont souvent ce syndrome de l'imposteur qui les empêche de se lancer ou de faire des choses. En fait, tu as juste besoin d'être un step devant la personne que tu souhaites aider. Tu n'as pas besoin d'être un expert ultra reconnu. Je te prends l'exemple de Tony Robbins. Quand il s'est lancé dans le coaching de vie, il a été refusé par 3 ou 4 académies de coaching de vie parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez bon. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est le coach de vie le mieux payé au monde et il a impacté des centaines de milliers de vies grâce à son contenu et ses formations. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il était juste un step devant ses clients, il n'était pas ultra reconnu et petit à petit, il a fait sa place dans sa niche et petit à petit, il a progressé. Donc, c'est vraiment ce qui est important, je pense, c'est vraiment être juste devant ton client idéal et pas forcément penser qu'il faut des diplômes ou être reconnu. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais je vais jouer quand même l'avocat du diable. Vas-y. C'est que tout à l'heure, on disait, dans les formations, il y a plein de personnes qui se lancent et vendent des formations et sont pas forcément très bons derrière. C'est vrai. Et là, on dit qu'il faut pas forcément être un expert et vous pouvez quand même vendre votre programme et votre formation. Mais du coup, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas plus de chances d'être ces faux ou ces arnaqueurs malgré eux? En fait, le truc, c'est que tu peux pas, si t'es pas expert et si t'es pas sûr d'être bon dans ce que tu fais, tu peux pas pricer un truc ultra cher et mettre ton client potentiellement en danger. Ou alors, il faut être malade quand même. J'arrive pas à comprendre des gens qui font ça, quoi. Dire je vais enculer les gens, c'est chaud, quoi. Il faut être malade, comme tu dis. Je pense qu'au début, comme on a dit tout à l'heure, il faut commencer avec du gratuit. Il faut vraiment que tu aies confiance en ton process et que tu t'apportes des résultats aux gens gratuitement, même si ça te coûte du temps dans un premier temps. Et ensuite, petit à petit, augmenter tes prix. Et voilà. Mais ouais, vendre des formations sans avoir aucune expérience dans un domaine et pricer ça ultra cher, je pense que c'est le meilleur moyen de détruire sa réputation et au final de jouer le jeu sur le court terme plutôt que sur le long terme. Ça, c'est sûr.
Moi, je suis curieux. Comment est-ce que tu as démarré dans l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, tu vis à Miami. Ouais. Voilà, tu as lancé ce business sur TikTok. C'est même pas mon business. Enfin, okay. c'est un side business à la base. Moi, j'ai commencé en France où j'ai créé d'abord une marque de beauté, une marque cosmétique. Des produits, on a commencé par du gel antibactérien. Des trucs, vraiment, tu te dis, mais pourquoi t'as lancé ça? Bref, on a lancé ça. Ça s'appelle Merci Andy. C'est une marque qui existe toujours, qui est vendue dans tous les Monoprix d'Europe, les Sephora d'Europe, sur Internet, etc. Donc, c'était vraiment du produit physique, du e-commerce, mais une marque. Félicitations. Ah bah, c'était plutôt pas mal, mais au bout de 3 ans, j'en ai eu un petit peu marre. T'as commencé ça à quel âge? J'avais 22 ans, 23 ans. Attends, avant ça, tu faisais quoi? Parce que... J'ai fait une école de commerce. Okay. C'était pendant l'école de commerce où j'ai trouvé mes 2 associés et puis on a lancé ça. Mais mon rêve était de partir aux États-Unis, de vivre là-bas. Donc j'ai revendu mes parts de cette boîte pour aller aux États-Unis où là, j'ai lancé une plateforme, un SaaS de marketing d'influence. Ça s'appelle Stargazer et c'est ça mon activité et c'est ce que je fais. Donc c'est un hybride entre une plateforme tech qui connecte les marques, tout type de marques avec des influenceurs américains, c'est purement marché américain. Et on a un côté agence où on fait du service pour faire les campagnes pour nos clients en utilisant notre tech. Et donc c'est ça mon activité en fait que je fais. Et pendant le confinement, à force de travailler avec des créateurs américains, c'est ce que je faisais, mais moi j'étais tout le temps du côté marque, du côté publicitaire. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas se lancer et découvrir un petit peu ce que c'est d'être un créateur. Et c'est là où je me suis lancé sur TikTok. Okay. J'ai un regret, enfin c'est pas un regret, mais c'est que je l'ai fait en français alors que j'étais aux États-Unis. Et je sais pas pourquoi dans ma décision, alors que ça faisait longtemps déjà que j'étais aux États-Unis, je dis tiens, je vais faire un compte en français pour m'amuser. Et le truc a pris. Je me dis putain, j'aurais fort en anglais à ce moment-là. C'était le bon timing, mais bon, j'ai toujours le temps et c'est un objectif d'ailleurs que je veux faire maintenant. Donc j'ai commencé ce truc TikTok, ça a pris. Et puis je me dis bah, tiens, je vais essayer de monétiser. J'ai lancé une formation, etc. Mais vraiment, ce milieu de l'infoprenariat, j'y connaissais rien et je l'ai découvert petit à petit. Mais aujourd'hui, ça reste encore 15% de mon temps. Okay. Mais je me suis rendu compte de l'impact du personal branding, de tout ce que ça peut apporter, même si c'est sur le marché français, alors que je vis aux États-Unis depuis un moment. Et donc là, ça prend de plus en plus de place et j'ai envie que ça en prenne encore plus. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de commencer à investir, de faire de l'ad, du high ticket, etc. Parce qu'il y a un potentiel de fou que je n'ai pas exploité encore. Et pourtant, ça tourne bien. Donc c'est ça qui est fou. Ce qui est ultra intéressant avec le personal branding, c'est que tu vas avoir des business généralement à haut cash flow, mais qui seront très difficiles à revendre. Donc pour avoir un bon lifestyle, etc., c'est intéressant. Par contre, sur du profil SaaS comme t'as toi, c'est un peu l'opposé. Bon, tu peux faire aussi beaucoup de cash flow si... l'objectif pour moi, c'est de faire un exit, là, de revendre. On est dans un processus d'ailleurs. Et après, de me consacrer que à ça. Mais oui, c'est sûr que c'est pas la même stratégie. C'est la vision, on charbonne et puis on essaye de revendre ça à un gros paquet. Ouais. Et à côté, le personal branding, c'est petit à petit et tu fais plus de cash, peut-être rapidement, mais tu as forcément un toit ou un plafond de verre. Quoique, certaines personnes comme Yomi font des sommes qui sont astronomiques. Non, je pense que c'est un peu comme une assurance vie au final, le personal branding. C'est-à-dire que si tu as une audience qui te fait confiance et qui te suit sur des années et des années, tu as un levier que tu peux constamment actionner, une pompe sur laquelle tu peux t'appuyer et construire l'avenir tranquillement et sereinement dessus. Donc c'est ultra puissant et je pense que on a besoin, tu vois, de mecs comme toi qui poussent des jeunes à se lancer parce que ça peut radicalement changer leur vie comme ça a changé la mienne. Et c'est tellement mon envie numéro 1 de faire du contenu et de pousser les gens à entreprendre. En fait, peut-être que je suis un petit peu fermé, mais je vois la vie que par le fait d'entreprendre. Entreprendre des projets, lancer une boîte. Et donc, vraiment, dans mon message, c'est lancez-vous, faites quelque chose. Essayez d'aller plus loin que simplement un petit train-train. Ayez plus d'ambition. Et vraiment, je pousse à ça parce que et j'en suis sûr, tu as la même sensation. Quand tu prends quelqu'un qui n'a pas encore son business ou qui a un corps dégueulasse et que tu le transformes et qu'il a son business et qu'il vit de ça, mais quelle gratification. On s'en fout de combien on a été payé derrière. C'est juste de savoir que tu as changé la vie de quelqu'un. Putain, c'est un sentiment exceptionnel. C'est de ça, je pense, dont on sera le plus fier quand on se retournera sur notre vie. Mais ouais, c'est clair. Et je suis curieux parce que tu vois, moi, j'aimerais prendre le chemin un peu inverse. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu te diriges de plus en plus vers le personal branding. Moi, l'objectif que j'ai avec cette formation aussi, c'est de monétiser derrière avec un SaaS. Donc, voir les besoins de mes clients quand ils sont au sein de mon programme pour leur apporter un logiciel qui répond à leurs besoins, faire grossir le logiciel et potentiellement le revendre. Très bonne idée. Comment est-ce que tu t'y es pris pour développer ton SaaS ? C'est pas évident parce que j'avais pas vraiment de formation dans la tech. Donc, j'ai quand même appris à coder. Ah ouais, c'est toi qui l'as codé ? Non. J'ai
appris à coder, mais je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas pour moi. Okay. Pas de patience et tout, je pétais un plomb, mais au moins je comprends. Donc c'est déjà quelque chose. Et après, j'ai une équipe technique maintenant qui est en Amérique du Sud, en Argentine. J'ai rencontré mon CTO lorsque j'étais à San Francisco, je l'ai employé, et c'est lui vraiment, en fait, dans la tech, si j'ai un conseil, entoure-toi que vraiment les meilleurs. Okay. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est moyen ou un junior, il va faire quelque chose, mais dans la tech, il faut que ça soit c'est binaire, tu vois, soit le truc marche très bien, soit il y a un beau code, etc., soit ça ne marche pas. Et si tu as un truc un peu, tu vois, ric-rac, sur le long terme, ça va être du redéveloppement. Parce que ce que j'ai appris dans la tech, c'est que ça ne s'arrête jamais. Tu as toujours à mettre à jour ton logiciel, etc., etc. Donc, c'est un processus, c'est pas facile, parce que tu n'as pas vraiment de feuille de route. Tu as une idée, tu développes, tu dois t'associer avec des personnes, mais après c'est sûr que le business du SaaS, le subscription, c'est le meilleur business model au monde, et là tu peux faire beaucoup. Donc je t'encourage, c'est une aventure exceptionnelle. Moi, quand j'ai été aux États-Unis, je voulais faire que de la tech, et l'objectif c'était d'être le nouveau Mark Zuckerberg et que j'allais lever. Je me suis rendu compte que mon ambition était peut-être plus grande que vraiment les capacités que j'avais, tu vois, en toute sincérité. Ouais, sincèrement. Et j'ai pas de problème à dire ça. Et je me rends compte qu'un business qui est plus petit, où limite où il y a moins de monde, tu as moins à gérer des employés, et ben je préfère ça. Et c'est pour ça que je me dirige plus là-dessus aujourd'hui. Parce que entre nous, la pire des choses, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui diront la même chose, c'est de gérer des employés des grosses équipes, tu vois. Moi, c'est pas facile, tu vois. Des fois, tu es un peu tranquille quand tu es tout seul, ou 2-3 personnes avec qui tu bosses, et j'aime bien ce confort. Mais tu vois, il en faut pour tous. Il y en a qui ont des énormes ambitions, qui font des gros projets, qui lèvent des fonds, et je respecte ça parce que je sais à quel point c'est difficile. Moi, je suis peut-être pas fait pour ce genre de business model. 100%. C'est pour ça que je vais vers autre chose. C'est bien d'en avoir conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs aussi qui, juste en solopreneur, j'en vois de plus en plus sur Twitter, arrivent à faire énormément de cash flow avec leur business. Je sais pas si tu regardes un peu la sphère sur Twitter. Mais il y a pas trop Twitter, mais il faut que tu me dises qui je dois suivre. Ou il y a 2 mecs que je suis, moi. Il y en a un, il s'appelle Jordan Welch. Justin Welch. Lui, c'est pas un coach LinkedIn à la base? Ouais, c'est ça. Lui, il a travaillé très, très aussi dans la Silicon Valley un petit moment. Justin Welch et Dan Coe. Ok, lui, je le connais pas. Et les deux, ils sont solopreneurs et ils performent vachement avec leur business. J'ai vu Justin, il fait des millions et il dit je suis seul. Ouais. Il y a même pas une personne avec lui. C'est incroyable. C'est impressionnant. J'ai acheté sa formation Ghostwriter parce que je voulais m'améliorer un peu pour mes scripts YouTube. Et franchement, c'est qualitatif. Mais tu vois, pour le coup, lui, il fait du low ticket, mais il arrive quand même à monétiser. Le marché, à partir du moment anglophone, tu touches le monde entier. Et je pense que là, tu peux scaler beaucoup plus sur du low ticket. 100%. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à vivre à Miami, et comment est-ce est-ce que tu kiffes la vie? Moi, c'est l'amour des États-Unis. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été amoureux de ce pays. Peut-être l'influence, étant jeune, des séries, j'en sais rien. Je suis parti là-bas. J'ai vécu à Miami. Après, j'ai déménagé à San Francisco, où j'ai vécu à 2 ans, parce que j'étais dans la tech. Donc, c'est la mecque de la tech, et tout le monde est là-bas, et c'était exceptionnel. Mais j'ai pas trop aimé la ville, et en dehors de ça, du travail, quoi. Donc, je suis revenu à Miami, où j'ai vraiment mon équilibre maintenant. C'est assez similaire en certains points à Dubaï. Okay. Donc, c'est les mêmes conditions de vie, il fait beau, tu vis dans ton condo, t'as ta gym, t'as ta piscine, tu vois, t'es plutôt bien. Et donc voilà, je suis là-bas, donc ça se passe bien. Ouais. C'est quoi les grosses différences que tu verrais entre Dubaï et Miami? Moi, j'ai jamais mis les pieds à Miami, j'ai fait pas mal de coins aux US, mais Miami, jamais. C'est quoi les avantages et les inconvénients que tu verrais en comparaison à Dubaï? En fait, c'est les États-Unis de manière générale, c'est compliqué. Les visas, de vouloir rester, c'est un parcours du combattant, c'est beaucoup d'argent, et franchement, il faut se battre pour rester. À Dubaï, tout est facile. Le chèque, il a créé ici comme c'était une start-up. Tout va vite, etc. Je trouve ça magnifique et exceptionnel. Donc ça, j'adore. Après, ce que j'adore à Dubaï, c'est que 90% de la population sont des expatriés, grosso modo. Donc, du coup, les gens sont beaucoup plus ouverts à faire des connaissances, à connecter et à s'ouvrir. Alors que quand tu vas dans un pays où il y a déjà une population, les Américains par exemple, ils ont déjà leur groupe. Comme si tu étais étranger, tu arrives à Paris, les gens ils ont déjà leur groupe, ça fait des années qu'ils vivent ici. Donc c'est plus difficile de rentrer dans des groupes et je pense de se faire des amis vraiment plus deep au niveau de la connexion. Donc par rapport à ça, j'aime beaucoup Dubaï. Après, moi j'adore les États-Unis parce que de manière générale, je trouve les gens plus chaleureux.
dans l'approche, c'est l'américain, il est là, il est super charmeur, sympa, même si c'est peut-être que de façade, mais au moins tu as une sensation que j'ai ressentie un petit peu moins à Dubaï. Et après, les États-Unis, finalement, les gens qu'on suit, les gens qu'on lit, les gens qu'on écoute, c'est les Américains. L'innovation, elle vient où? Des États-Unis. Donc malgré tout, tu sens que tu es dans la puissance numéro 1 et tu as une énergie qui te pousse à faire de grandes choses. Et je pense que ça augmente aussi ton ambition. Mais je l'ai ressenti vachement à Dubaï. Je vois, et t'en fais partie des entrepreneurs qui sont là, qui sont jeunes, français ou pas français d'ailleurs, j'ai rencontré aussi pas mal d'anglais ici, ils ont la dalle, ils ont de l'ambition. Et ça, je trouve magnifique et ça donne une énergie et une atmosphère à Dubaï que j'ai vachement aimé. Ouais, carrément. Je suis 100% d'accord. C'est un truc que j'ai ressenti et la différence est assez criante avec la France. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré plein de jeunes et en fait, mes standards ont complètement changé. C'est-à-dire que en France, gagner 10 000 euros par mois, comme je t'ai dit, j'étais dans le 1% et je me sentais vraiment bon. Et tu es bon. Non, mais... Si, tu es bon. Mais des fois, moi j'appelle ça un RDC, rappel de contexte. Ouais. C'est tu te dis, oh, step back, ce que je fais, c'est exceptionnel. C'est vrai. C'est vrai, il faut arriver à prendre ce recul-là et à apprécier. Mais je sais pas, en fait, ça m'a mis une claque, tu vois, d'arriver ici et de me dire que voilà, il y a des mecs de mon âge comme Iman, Yomi, il a peut-être 2-3 ans d'écart avec moi, qui font beaucoup plus. Et ça m'a cassé aussi plein de croyances limitantes par rapport à ce qui était possible de faire. Donc, je suis 100% d'accord avec toi, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et voir d'où on part aussi. Mais ouais, c'est l'avantage de Dubaï. Je pense que quand tu es mis dans un environnement comme ça, avec autant de gens ambitieux, autant de gens qui réussissent, à un moment, tu t'imprègnes quoi, et ça te donne envie de faire plus. Et pourquoi tu veux faire plus? Pourquoi tu veux gagner de l'argent en soi? C'est purement la performance maintenant qui me plaît. Okay. Tu vois, dans le sport, j'ai fait pas mal de compétitions. Et au final, gagner une compétition dans le sport, ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu gagnes un trophée, tu es sur la première marche du podium, on prend une belle photo, tu fais ton sourire. Tu vois, si tu regardes d'un point de vue philosophique, ça n'a aucun sens. Là, faire de l'argent, c'est purement voir jusqu'où je peux aller. C'est vraiment un moyen hyper simple de mesurer ta performance, de voir sur l'échelon comment est-ce que tu te situes. Et après, évidemment, faire plaisir à mes proches, avoir un impact positif sur ma famille, pouvoir redonner à des associations qui me tiennent à cœur. En fait, avoir un impact positif sur le monde de manière générale et moi, me challenger, repousser mes limites, parce que c'est au travers de ça que je trouve le sens dans ma vie, donc j'ai envie de le continuer. Et toi ? C'est top. Je me pose cette question parfois et j'ai l'impression, alors forcément, tu as envie de pouvoir être libre, mais tu sais, libre, tu peux y arriver assez facilement et rapidement, mais pouvoir faire encore plus de choses, etc. Je suis pas très matérialiste. Je suis pas quelqu'un qui va acheter une grosse caisse ou une montre. Je suis pas trop là-dedans. Plus dans les expériences. Ça, je dépense beaucoup trop d'argent d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on fait aussi beaucoup d'argent pour les femmes. Ouais. Ah ouais, ça joue de ouf. Moi, je prends un compte, je dis pourquoi je vais avoir de l'argent? Parce que je vais la rincer, je vais aller dans les bouts. Non, mais c'est bête, tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, pour attirer encore plus de femmes, ou je sais pas, j'ai l'impression que nous, les hommes, de manière générale, on travaille beaucoup pour ça. Je pense que c'est un peu triste, mais c'est ancré en nous. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment de devoir être le provider et qu'il faut être à la hauteur. Et ce truc, à Dubaï, tu vois, c'est décuplé de malade. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont tellement de choix, les jolies femmes, sur le nombre de millionnaires parmi lesquels elles peuvent choisir, que tu dois step up pour pouvoir te démarquer. Alors qu'en fait, si on réfléchit rationnellement, je pense pas que les femmes font uniquement leur choix basé sur l'argent, ou alors c'est que c'est pas des femmes intéressantes. Mais je le ressens beaucoup aussi, ce que tu ressens. Le fait de devoir faire de l'argent pour avoir des femmes. Alors qu'au final, je pense que si juste tu traites la compétence de séduction, drague pendant 3 à 6 mois en tant que telle, tu auras beaucoup plus de succès dans ce domaine de vie qu'en faisant des milliards. Non, c'est sûr. Mais je pense que j'ai été matrixé aussi par 10 ans d'États-Unis et Miami. Pour le coup, un autre point commun entre Dubaï et Miami, c'est ce rapport à l'argent et avec les femmes, etc., où tu as quand même une pression... par rapport à ça, donc un autre point commun. Ouais. Mais malgré tout, je trouve les femmes à Miami vraiment exceptionnelles. Les plus belles femmes du monde sont à Miami. Ah ouais, Il faut que j'aille jeter un œil alors. T'as une copine? Non, t'as pas de copine? J'ai pas de copine, j'ai été en couple pendant une petite période, mais là je suis de nouveau célibataire. Et bon, à Dubaï, il y a des jolies filles. Non, il y en a bien sûr. Ouais, après, le problème de Dubaï, c'est qu'il y a pas mal d'escortes aussi.
Oui. Donc ça rajoute cette... Tu sais pas, est-ce que c'est une escorte, est-ce que c'est une meuf réelle? Ok. Ouais. Donc il y a ce problème-là, mais ouais, ce truc des femmes par rapport à l'argent, je le ressens de ouf aussi. Et je pense que tous les hommes ambitieux l'ont un peu. Parlons un peu de tes routines. Ouais. J'aime bien connaître les routines des personnes avec qui j'interagis. Ah, moi aussi, chacun a ses routines. Est-ce que t'as des axes ou quelque chose qui, dans ton quotidien, ont changé ta vie, amélioré ta productivité? Et voilà, est-ce que je sais que tu en parles beaucoup et que c'est un sujet que tu affectionnes. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ça? Ouais, j'ai fait beaucoup de recherches en étant jeune pour savoir quelle était la meilleure routine que je pouvais mettre en place. J'ai testé peut-être des dizaines et des dizaines de morning routines pour savoir laquelle me permettrait de démarrer le mieux ma journée. Et là, je pense avoir trouvé le bon truc. Au final, c'est pas tant ce que je vois au travers des vidéos. Moi, je fais 3 trucs tous les matins qui me servent vraiment. Le premier, c'est de prier. Ça a changé ma vie de me mettre à genoux tous les matins et d'exprimer ma gratitude, voilà, d'avoir une connexion avec Dieu forte. Le deuxième, c'est de méditer. Et le troisième, c'est de marcher avec l'exposition du soleil tous les matins. C'est un truc que le docteur Andrew Huberman recommande. Et juste de faire ces 3 choses-là, ça me met dans le bon ton. Et le soir, ce que je fais, c'est planifier ma journée pour le lendemain. Et ça fait une grosse différence aussi. Donc, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé les douches froides. J'ai testé le sport dès le réveil. J'ai testé le journaling. J'ai testé tout un tas de choses. Et je pense que le mieux, c'est de trouver ce qui nous correspond à nous. Toi, tu as des routines aussi ou pas? Moi, il y a un truc qui m'a changé la vie et j'ai tout testé. J'ai Miracle Morning, les bouquins, je les ai tous lus. Méditation, pareil, douche froide. Ce qui fonctionne pour moi, c'est 2 choses. C'est la première chose que je fais en me réveillant, c'est je vais à la salle. Okay. Je fais du sport tout de suite. Ça peut être soit je vais pousser, soit un cardio, soit HIIT, workout, mais je fais quelque chose. Je transpire, du coup, bam, ça me pousse dans ma journée. Et ce que je fais également, c'est du jeûne intermittent. Je ne prends plus de petit déjeuner. Et ça, je me suis rendu compte que, déjà, je peux gérer un petit peu mes calories dans la journée. Parce que je faisais 20 kilos de plus il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai perdu pas mal de poids que j'avais pris. Et ça m'a aidé, ça, faut le dire. Et en plus de ça, j'ai pas de coup de mou. J'ai une grosse patate tout le matin. Et je peux manger même à 14h s'il faut. Et j'ai même pas faim, tu vois. Et donc, juste ces 2 choses-là, ça a changé ma vie. Parce que grâce à cette énergie. Et aussi parce qu'avant, je m'entraînais pas le matin. Souvent, je commençais à travailler très tôt, directement. Et en fait, après 18h, 19h, 20h, tu finis le taf, ta journée. Et là, il faut que tu ailles faire ton workout. Flemme de ouf. Et j'arrivais pas à avoir cette discipline à cette heure-ci, alors que j'arrive à avoir la discipline en me levant, ce qui est pour beaucoup de personnes très difficile. Mais au moins, c'est comme une routine. Je me lève pas. Première chose, mon short. Mais vraiment, c'est direct à la salle. Donc voilà, ça marche pour moi. Je dis pas que c'est une solution magique, mais... Et je marche aussi tous les matins. Le soleil, à Miami, c'est comme à Dubaï, ça change la vie, de voir de l'eau, du soleil, putain, t'es tellement plus heureux. De ouf. Et comment t'as fait pour réaliser cette transformation physique? Parce que 20 kilos, c'est... J'ai fait beaucoup de HIIT workout, donc vraiment de haute intensité, quasiment tous les jours. Okay. Et je fais plus attention à ce que je mange. J'ai coupé les carbs pendant un moment, ce qui est, je sais, pas forcément très recommandé, mais donc là, j'avais perdu beaucoup, même du muscle, etc. Et voilà, c'est tout. Faire plus attention, faire plus de sport, et marcher tous les jours, essayer d'atteindre 10 000 pas. Mais c'est juste des petits trucs, hein. Au final, c'est pas, je me suis pas forcément privé sur la bouffe. Ah si, le sucre, tu le coupes quand même, les conneries. Et ça passe. Maintenant, je veux rentrer dans un truc où il faut que je prenne de la masse. Là. Du muscle. Là, il faut que je reparte à pousser fort. Ça a été dur de perdre du poids ou... Non, c'est un processus, mais je le fais très vite. En fait, moi, il faut quelque chose qui me motive, donc il faut que je vois les résultats très rapidement. Donc je vais être assez radical dans mes prix. Je suis quelqu'un d'assez binaire. Je fais soit tout, soit rien. Et donc quand je coupais tout. Je faisais du sport comme un malade. Et ouais, du jour au lendemain, c'était militaire. Mais tu vois les résultats au bout de quelques jours, une semaine. Et là, ça te motive et tu continues. Moi, je suis comme ça. Il faut que je vois quelque chose quand même assez rapidement pour continuer
T'as fait l'effet yo-yo ou... Dans le passé, je l'avais fait. Là, non, depuis, je l'ai pas fait. Parce que maintenant, c'est devenu une routine et c'est comme ça que je vais continuer à m'alimenter et à faire du sport. Magnifique. Félicitations, hein, c'est fort. Bah, non, crois-moi, il n'y a rien de fort. Je sais de quoi je parle. Non, ce qui est fort, c'est toi, parce que tu es quand même galbé et les gens qui peuvent regarder ton Instagram, tu as un corps de malade. Je sais que c'est énormément de travail et on se rend pas compte pour arriver à un résultat comme ça. C'est de la discipline, pas d'écart et vraiment être constant sur le long terme. Donc, c'est ça qui est très, très fort. Ouais, mais je pense que c'est, comme tu l'as dit, accessible à tout le monde. C'est juste que ça prend du temps, en fait. Et c'est un peu le truc qui est compliqué. Mais si on arrive à trouver du plaisir dans le process en lui-même et dans le fait de se dépasser, en fait, ça rend toutes les choses beaucoup plus simples. Donc, ouais, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Et ça, c'est un truc, pour le coup, qui a changé ma vie aussi. Avant, j'étais addict aux jeux vidéo, porno, fast-food, enfin, tout ce qu'il fallait pas. Et le fait de m'être instauré cette discipline-là, d'avoir commencé à faire mon lit tous les matins, tu vois, des petites choses, des petites actions, comme tu as dit, toutes bêtes, mais petit à petit, tu prends confiance en toi, tu as la matérialisation en voyant ton corps changer, que tu peux changer des choses dans ta vie, et donc ça a un impact sur tout un tas de choses, tes relations, tes finances. Donc moi, je pense, pour des jeunes hommes, des jeunes femmes, peu importe, qui nous regardent et qui ont envie de changer des choses dans leur vie, qui n'ont peut-être pas l'âge encore de démarrer un business ou qui ne se sentent pas l'âge, même s'il n'y a pas vraiment d'âge, on l'a vu avec Ethan. Mais déjà, le fitness, c'est un bon début, je pense, pour acquérir pas mal de traits de caractère qui servent plus tard. Absolument. Aussi, j'ai remarqué que, et on a encore un petit peu de temps, que sur les réseaux, tu montrais pas tellement ta vie personnelle et que du coup, tes réseaux servaient surtout pour ton business. Qu'est-ce que tu penses sur ce fait de s'exposer davantage, même si tu contrôles toujours, par rapport à montrer beaucoup moins? J'ai cette impression qui est peut-être fausse, c'est qu'il faut se montrer davantage, non pas forcément montrer ce que tu es en train de bouffer, aller dans l'excès, mais pour créer une connexion avec le public et dire bah, je suis comme vous, je suis un humain et je ne vais pas parler que de ce que je fais, mais aussi de ma vie, de moi. Bah, j'ai l'impression qu'il faut le faire un petit peu et c'est ce que j'essaye de faire, non pas que je me force, mais voilà, je vais un peu plus me montrer, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai du mal à faire et il faut que je travaille dessus, je le sais. Je pense que c'est une habitude qu'on prend avec le temps. Mais pour construire une audience et vraiment une relation avec les personnes qui te suivent, c'est trop bien de pouvoir documenter ce que tu fais au quotidien. Et voilà, je pense que tous les créateurs de contenu qui veulent vraiment fidéliser une audience doivent le faire. Moi, je ne le fais pas forcément parce que j'ai le sentiment que des fois, ce que je vais partager à mon audience leur apportera pas de valeur et du coup, ça vaut pas vraiment le coup de leur montrer parce que je risque de perdre leur confiance si je leur fais... Moi, ça m'énerve, tu vois, quand j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, en fait, si je vois des contenus de mecs sur Instagram, sur YouTube ou quoi, et que ça m'intéresse pas, mais j'ai plus envie de les suivre, j'ai plus envie de les voir. Donc j'ai cette croyance limitante où je me dis si j'apporte pas de la valeur, les gens vont pas continuer à rester, et donc il vaut mieux rien dire que dire n'importe quoi. Ce qui est pas vrai fondamentalement parce qu'on le voit avec le modèle des influenceurs, ils fidélisent très bien leur audience en montrant leurs enfants ou en montrant ce qu'ils font le week-end. Et c'est un truc sur lequel il faut que je travaille aussi. Je pense que la stratégie que tu as, c'est la bonne. Après, travailler dessus, c'est pas forcément obligatoire, mais j'ai l'impression que ça peut apporter un plus. Parce qu'on te voit sous un autre angle. Et ouais, peut-être que des fois, ça n'a pas apporté beaucoup de valeur, mais les gens qui t'aiment vraiment pour ta personnalité, peut-être même pas ton business, et peut-être ils achèteront jamais un de tes business ou une de tes formations, ben juste ils vont te suivre et ils vont kiffer ça et tu vas les inspirer. Et tu vois, je pense que ça peut être intéressant sous cet aspect. Après, 100%. Oui, montrer des trucs inutiles, vraiment. Bon, là, comment tu t'y prends pour ça, toi? Bah, j'essaye dans ma journée de montrer des moments et même des fois, je réfléchis. Et ça, c'est peut-être un petit peu les travers à dire comment je vais faire ça aujourd'hui, comment je vais pouvoir le documenter et le mettre sur les réseaux. Tout à l'heure, j'ai posté un truc, j'étais chez le barbeur. Ouais, enfin, je veux dire, il n'y a aucune valeur à ça. Mais le gars, je me suis super bien entendu. Il est aussi à fond sur les réseaux. Donc, lui, en même temps, je l'ai tagué. On était contents. Bon, voilà, ça fait un truc. Ça me monte dans mon quotidien. Ok, qu'Antoine aille chez le barbeur, on en a rien à foutre, je suis d'accord. Mais bon, voilà, ça monte mon quotidien parce que j'ai envie de montrer que aussi parce que je suis comme tout le monde. Et je pense, dans ton cas aussi, où tu es quelqu'un qui est jeune, qui fait autant d'argent, qui impressionne,
tu as envie aussi de te rapprocher du public et de dire bah oui mais je suis avant tout comme vous et comme tout le monde, tu vois. Donc je pense qu'il y a un aspect à essayer de se connecter davantage et à se rapprocher du public et pas trop à s'éloigner, parce que si les gens, par exemple Kim Kardashian, on sait que c'est la grande star, etc., l'influenceuse, bah elle a moins de connexion avec son audience, avec certains, parce que elle est inatteignable, c'est un autre monde. Alors que là, si tu as Antoine Blanco, il fait son sport, etc., et je peux le faire aussi, et il est comme moi, ça va me donner davantage envie de te suivre et d'acheter des produits. En tout cas, c'est ce que je pense. Carrément. Est-ce que tu redoutes le regard des gens quand tu te filmes, quand tu fais une story? Plus maintenant. Ça, il y a quelques années, j'ai eu un déclic où je me dis maintenant, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Okay. Ça a changé ma vie et mon bonheur. Je me compare plus aux autres et je m'en fous du regard des autres. Ça a été un process. Hein. Ouais. J'ai 34 ans, donc tu vois, beaucoup plus vieux. Mais ça change la vie. Ouais, moi, j'ai du mal à le faire encore. Ça, je sais, c'est difficile. C'est ultra dur. En fait, je trouve que c'est un peu... imagine, tu es au restaurant avec des gens et tout. Si tu sors ta caméra pour te filmer toi et parler, alors qu'il y a des gens autour de toi, moi, dans ma tête, je me dis, je vais peut-être les déranger, ça va peut-être les gêner ce que je fais. Ou alors, même si tu marches dans la rue et que tu te filmes comme ça en train de parler, tu sais, t'es un peu là en mode... Pourtant, ces gens-là, tu ne les reverras jamais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, les mecs qui sont autour? Ils vont croire que je suis un... En fait, c'est l'image, je pense, de l'influenceur que j'ai. Et tu vois, j'ai envie de dire, ils vont penser que je suis un influenceur. Alors qu'être un influenceur, c'est pas une mauvaise chose en soi. En France, c'est mal vu. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas la même vision avec... Parce qu'aux États-Unis, le mot influenceur, il n'y a pas de problème. Ouais. Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Quand tu es à un dîner avec d'autres personnes que tu connais, tu peux leur dire, bon, 2 secondes, je vais juste tourner un truc. Tu les préviens, comme ça, ils sont pas là. Pourquoi il sort son téléphone d'un coup? Ça, je comprends, c'est un peu bizarre. Mais après, dans la rue, que les autres... je m'en fous. Ouais, c'est clair. Je fais mon truc. Et aussi, j'ai été influencé des Américains qui sont super individualistes, qui vont faire leur truc et tout, etc. Et ils s'en foutent. Ils marchent dans la rue, ils sont en pyjama, ils vont faire leurs courses en chaussettes. Non mais je te jure, des trucs de malade. Et j'ai dit, mais ouais, c'est cool. Pourquoi je le jugerais? Moi, je suis qui pour le juger? Je m'en fous. Chacun fait sa vie et la mène comme il le pense. Donc j'ai vachement pris ça des Américains. Et franchement, ça change beaucoup de choses, quoi. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à en tirer. Moi, j'ai pas mal la mentalité française encore sur plein de trucs. Ça évolue, hein. Ça met du temps, hein. Ça met beaucoup de temps pour moi. Donc, pas t'inquiéter. C'est un travail constant. Absolument. Dernier petit sujet, l'intelligence artificielle. On revient sur quelque chose de plus sérieux. Est-ce que tu as des outils d'IA que tu utilises aujourd'hui ou comment tu implémentes l'IA dans ton business, si tu le fais? Ouais, j'utilise l'IA pour tout. J'utilise l'IA, même je la prends dans ma formation sur plein de points. Déjà, trouver une niche, comment est-ce que tu te positionnes pour trouver une niche qui est rentable? L'intelligence artificielle, c'est une base de données énorme qui sait ce qui marche déjà et ce qui ne marche pas. Donc autant s'en appuyer pour le faire. Construire une offre qui va permettre de plaire et de te différencier de la concurrence avec l'intelligence artificielle, c'est possible aussi. Créer du contenu avec l'intelligence artificielle, c'est possible. Automatiser plein de process avec l'intelligence artificielle. En fait, moi, je m'en sers au quotidien à l'heure actuelle. ChatGPT, tu vois, tout à l'heure, je sais pas, je te dis n'importe quoi, je te disais que j'étais en train de processiser mes scripts de vente. J'ai demandé à ChatGPT de me donner une note sur mon script. Il m'a donné un truc du style 8 sur 10. Je lui ai dit, OK, qu'est-ce que tu ferais pour avoir 10 sur 10? Il m'a refait un script en amélioré. En fait, tout ce que je fais, j'essaie de me servir de l'IA. Je vais te donner une anecdote toute bête. L'autre soir, j'étais en train de parler avec une fille sur Tinder. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais qu'il y a une app pour ça. Ah ouais? Oui. Bah vas-y, continue, je t'expliquerai après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé la conversation que j'avais eue avec la fille. J'ai demandé à ChatGPT de lui répondre et il était hyper pertinent. En fait, dans plein de choses de mon quotidien, je m'en sers et c'est comme avoir, je sais pas, un super-héros à tes côtés qui t'aide sur plein de choses. Donc, ouais, je m'en sers pour tout. Et toi? Pareil, ChatGPT beaucoup. En fait, c'est aussi comme une sorte de double confirmation pour des choses. Où maintenant, tous les aspects légaux, dès que j'ai des contrats à faire ou quelque chose, je vais faire du ChatGPT, etc. C'est magnifique. Et j'essaie avec mon équipe tech, donc là sur ma boîte, de vachement développer et de faire des choses avec l'IA. Là, on a développé on arrive à cloner la voix d'influenceurs. Et donc, je pourrais cloner ta voix, par exemple. Et après, on va créer des chatbots qui vont t'aider à soit, je sais pas, parler avec ton audience. Donc là, on cherche un petit peu les business models derrière, mais ce qu'on aimerait faire, c'est soit tu payes à la minute pour parler avec l'IA. On a créé Alex Hormozy, par exemple. Wow. Tu vois, donc on a Alex Hormozy, c'est exactement la même voix. Et on se dit, il y a peut-être des gens, si Alex Hormozy, on arrive vraiment... Donc ce qu'on a fait, c'est on a pris toutes ces vidéos YouTube, tous ces bouquins, on l'a mis dans l'intelligence pour fine-tuner, tu vois, cette intelligence artificielle. Et tu peux poser des questions à Alex sur ton business avec ses réponses et il te donne. Donc on essaye d'aller vers cette direction et après on se dit,
quel est le spectre de possibilités qu'on peut faire avec des coachs business, des coachs fitness, qui tous les jours vont dire vas-y, fais ça, fais ça. Au lieu d'avoir un bot ou un chatbot, tu vois, qui est pas personnel, là, tu parles à ton influenceur préféré. C'est magnifique. On est en train de tester ça. Et on est aussi ça avec des femmes d'OnlyFans. Parce qu'on peut créer des conversations un petit peu plus chaudes. Puissant. Et tu sais que pour le setting sur Instagram, moi, c'est un truc qui pourrait grave m'intéresser. Parce que si les gens avaient l'impression de discuter avec Antoine Blanco dans les conversations, je suis sûr que, pas en vocal, je suis sûr que ça permettrait de booker beaucoup plus de calls. Donc là, sur les business, tu vois, juste sur la prise de rendez-vous, du follow-up, des choses comme ça, si tu as une relation beaucoup plus personnelle avec la personne, ça peut être grave puissant. Est-ce que tu serais ouvert dans le sens où tu dirais ouvertement à ton audience que c'est ton IA? Ou est-ce que tu t'essaierais de faire croire que c'est toi qui leur parle? Non. Parce que, bon, la voix est clonée, elle est très bien, mais des fois, dans la façon dont tu parles, tu sens que c'est pas exactement toi. Donc, on essaye de progresser là-dessus, mais la technologie évolue. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que je le dirais ouvertement. Après, j'ai aussi confiance dans le fait qu'il y a de fortes chances pour que ça s'améliore avec le temps. La qualité, tu vois, des trucs. Donc, je le dirai ouvertement. Après, je le mentionnerai pas non plus tous les jours dans mes stories, tu vois, qui parlent avec une IA. C'est sûr. Mais s'il y a des gens qui me demandent ouais, Antoine, c'est vraiment toi, je dirais non. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui reprend les connaissances d'Antoine. Est-ce que tu veux vraiment parler à Antoine? Et en l'occurrence, peut-être mettre en place une automatisation où je recevrai les messages s'il y a des gens qui veulent absolument me parler en direct. Mais après, en tant qu'entrepreneur, je pense que on est obligé de réfléchir comme ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie comme effet de levier pour maximiser la croissance de notre business? Et c'est un peu la contrainte qu'il y a quand on est créateur de contenu, c'est qu'on est vraiment dans le relationnel avec les gens aussi. Et il faut arriver à trouver cet équilibre où à la fois tu as tes objectifs sur ton business et tu veux maximiser ce potentiel-là, et en même temps tu veux garder de l'authenticité avec ton audience et continuer à leur apporter de la valeur en one-one. Donc c'est un peu l'équilibre à trouver qui n'est pas évident quand on a une personal brand, mais voilà. Non, c'est clair. Il faut utiliser l'IA comme pour aujourd'hui un super assistant qui va décupler ta productivité ou les choses que tu peux faire. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'IA remplacera, entre guillemets, les humains. Dans le sens, tu as envie de connecter avec un humain, un influenceur, ton coach préféré. Et même si tu peux créer du contenu avec l'IA, c'est du contenu qui ne va pas aller forcément trop dans l'émotion et dans la connexion. T'as vu tous les comptes TikTok? Ouais, bah oui. J'ai même fait des tutos sur comment créer des chaînes TikTok automatisées avec l'IA. Donc oui, ça cartonne, tu peux faire des vues. Mais bon, pour le coup, là, tu grilles direct que c'est de l'IA. Ouais. Donc juste, tu l'assumes parce que l'histoire est bonne, etc. Tu vas peut-être regarder la vidéo. Mais il n'y a pas... Au-delà de faire des vues, il n'y a pas de business encore derrière que tu peux faire. Mais je suis sûr que dans quelques années, ça sera une autre histoire. Ouais, je suis 100% convaincu aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de comptes qui avaient percé comme ça, mais les gens ne restaient pas, comme tu me dis, ils voient la vidéo, ils regardent l'histoire, mais tu fidélises personne. C'est vrai que c'est difficile de le faire avec de l'IA pour l'instant. Absolument. Eh ben, écoute, Antoine, ce fut un plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. C'est très très cool. Je vais mettre tous tes liens dans la bio, etc. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, mais j'en suis sûr que tout le monde te connaît déjà. Eh ben, merci. Merci à toi. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci. Salut.